2021, bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Les motions de soutien au chef de l'État signent le grand retour à la faveur des récents troubles vécus par le président de la République à Genève. Toute cette semaine, Cameroun Tribu s'est fait l'écho de ses soutiens. Force vive de la Sanaga-Maritime, déclaration des chefs supérieurs du département du Ndé et force vive de la région du Sud lundi. Déclaration de la jeunesse patriotique de la région de l'Est mardi, élite et force vive de l'Ouest mercredi, écho de Kribi jeudi et le vendredi place aux élites et forces vives du Kouki puis du Noun. Quel crédit accorder à ces initiatives? On en parle. On parlera également de la gestion des fonds Covid avec l'échange épistolaire entre le ministre de la Santé publique et celui des Finances à la suite du rapport d'exécution publié par le ministère des Finances et contesté par le MinSanté. En l'espace de 72 heures, Boko Haram, ça c'est sécurité, Boko Haram a frappé 2 fois à l'extrême nord. Des attaques qui ont coûté la vie à plus de 10 soldats. Dans quel registre faut-il ranger ces nouvelles attaques? Et pour sortir de cette émission, on s'intéressera à la Côte d'Ivoire avec la rencontre au sommet entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. 11 ans après la crise post-électorale de 2010, ce fait est-il prometteur? Donc on parle de tous ces sujets avec vous, Valérie Mandengue. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Léla, bonjour à l'ensemble du panel. Un bonjour particulier aux millions de téléspectateurs de la chaîne STV. C'est un plaisir renouvelé, comme vous le savez, pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à travers le comité central, de répondre présent à l'ensemble des programmes de votre chaîne de télévision. Je vais profiter du mot introductif que vous me donnez pour souhaiter un prompt rétablissement à l'ensemble des forces de sécurité qui ont été touchées par la vague d'attentats et la vague d'attaques barbares dont nous subissons affreusement les conséquences depuis l'extrême nord jusqu'au nord-ouest et au sud-ouest. Un mot de condoléance à l'ensemble de ceux qui sont tombés et aussi un mot d'encouragement à tous ceux-là qui continuent à mettre leur vie au service de la patrie, au service du respect de l'intégrité territoriale et au service de la souveraineté de l'État du Cameroun. Bien évidemment, je ne saurais terminer sans dire un bonjour à l'ensemble de l'équipe technique de STV parce que chaque fois que nous sommes sur les plateaux, par ingratitude ou par faute, nous ne saluons pas assez ces hommes et ces femmes qui permettent que dans les domiciles, dans les bureaux et à l'étranger, nous puissions être suivis en ce moment. Bonjour encore à vous. Merci Mandengue d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Joseph Emmanuel Ateba, secrétaire national chargé de la communication au MRC? Il dénonce en effet les agressions multiples et la persécution de plus en plus grandissante dont le parti et son président sont l'objet. Vous savez, spécialement au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous ne sommes pas très tournés vers l'actualité au MRC. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes en train de préparer le renouvellement des organes de base qui vont prendre corps à partir du 7 août. Donc nous sommes essentiellement focalisés sur cela après le toilettage de notre sommet politique. Mais s'il fallait dire, en passant un mot sur ça, je ne pourrais que dire que c'est une sortie de plus qui s'inscrit dans la vague de populisme dont les Camerounais sont habitués de la part de ce parti politique. Il n'y a rien de nouveau. Je ne pense pas que ce soit un acharnement qui fasse que dans ce parti politique, vous vivez depuis pratiquement 3 mois des vagues et des vagues de démissions. On pourrait se demander aujourd'hui qu'est-ce qui reste de cette fameuse coalition qui avait pris corps le 7 octobre 2018. Donc vous comprenez très bien qu'on n'a pas besoin de faire un acharnement contre ce parti politique. En réalité, lui-même, il s'autodétruit par les valeurs qu'il diffuse, des valeurs de violence qu'il diffuse au sein de l'opinion nationale, au sein de l'opinion internationale. Donc ce que je peux dire, c'est que comme on fait son lit, on se couche. Aujourd'hui, ils ont pris acte de ne pas accepter le suffrage universel du 7 octobre 2018. Ils ont refusé délibérément de participer aux élections de 2020 et aujourd'hui, ils ne subissent que les errements de ce management, comme je peux le dire, ce management de l'échec. Donc, nous, au RDPC, et bien évidemment, c'est une invitation à l'endroit des équipes de STV de voir comment est-ce qu'un parti national vit à partir du 7 août. Et vous allez le voir, puisque nous commençons en 2021 à préparer nos victoires de 2025. Ceux qui vont prendre les réseaux sociaux pour dire qu'il y avait Elecam, il y avait ici, il y avait Y, qui sachent que c'est maintenant que nous sommes en train de préparer nos victoires. Et nous le faisons dans la discrétion la plus totale. Nous n'avons pas besoin de strass et de paillettes. C'est tout ce que j'ai à dire. Les victoires de 2025, est-ce que vous savez déjà qui sera candidat pour le compte du RDPC en 2025? C'est juste une question. Le RDPC se donne toutes les chances en 2025 de maintenir sa majorité
dans toutes les strates politiques de notre pays. Donc 2025 est lointain, mais 2025 est certain. En ce moment, par la voie de notre congrès, par la voie réglementaire que vous connaissez tous à travers le livre jaune, vous verrez qui sera notre candidat. Mais je peux vous dire une chose, nos millions de militants dans les 4 coins du Cameroun, parce que le RDP c'est un parti national et non un parti régional, nos millions de militants vont encore donner le satisfecit de tout ce qu'ils ont déjà pu faire par le passé. Nous ne sommes pas leader à l'Assemblée nationale, au Sénat. Nous n'avons pas la chaise présidentielle par usurpation. Nous l'avons parce que c'est le suffrage des Camerounais qui nous ont donné le pouvoir d'y être. Merci d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, nous recevons Brice Diolako. Il est militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour Monsieur Diolako et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Ma sœur Léla, bonjour. Bonjour à tous mes co-panélistes. Je voudrais profiter pour dire bonjour à tous les militants du MRC qui sont de par le monde. Bamiyar Pabaminjo, Ayokadoma, Akolofata. Vous savez au moins que je suis pasteur d'église. Oui, je voudrais également dire bonjour à tous les militants du MRC qui sont du côté de Niala, ici à Douala. Et je profite également de cette occasion pour appeler une fois de plus la dictature à libérer nos compagnons de lutte politique qui sont dans les geôles depuis le 22 septembre 2020. Vous avez constaté que notre secrétaire national à la communication a été aussi pragmatique comme jamais. Nous subissons une dictature farouche au point où nous qui sommes sur le plateau aujourd'hui, rien ne prouve que nous pouvons encore rentrer jusqu'à nos domiciles sans être inquiétés, soit de façon physique ou de quoi que ce soit. Donc une preuve de plus, le MRC est pourchassé comme l'UPC hier, les néocolons poursuivent les militants du MRC, les néocolons torturent les militants du MRC. Je puisse encore vous dire que parmi nos militants qui sont encore aujourd'hui dans les jours de la dictature, il y en a qui ont même encore les membres encore cassés parce qu'ils ont comme ça subi de plein fouet les matraques de la dictature. Si on parle de démocratie au Cameroun, pourquoi est-ce que vous parlez de dictature? Au Cameroun, nous ne parlons pas de démocratie. Nous sommes dans une dictature féroce, l'une des dictatures les plus féroces que le monde entier ait connue. C'est une réalité, ce n'est pas un leurre. Qu'est-ce qui fait de la République du Cameroun une dictature? Vous avez constaté, d'abord, si vous voulez que je vous relate l'histoire politique, vous allez comprendre. Dans les années 92, les partis qui ont voulu à tout prix arracher le pouvoir et qui ont gagné les élections ont subi la même chose que le MRC subit aujourd'hui. Directement après la naissance du MRC, qui réellement s'est fait dans la douleur, parce que le régime n'avait jamais voulu que ce parti soit créé, le MRC a commencé des revendications d'ordre politique et de façon légitime. Et le pire encore est arrivé en 2018, au moment où nous avions gagné cette élection et que nous avions décidé que M. Biya devrait nous remettre notre pouvoir. Malgré les intimidations, il est passé à l'acte en embastillant nos compagnons, en les molestant sur la voie publique. Et pourtant, la constitution du Cameroun nous permet de manifester. Nous avions manifesté dans les rues du Cameroun sans armes à feu ni armes non létales, mais nous étions mains nues avec l'arme de paix. Mais malheureusement, la loi camerounaise permet de manifester après la Constitution permet aux Camerounais de marcher, mais de manifester. Après l'obtention d'un récépissé, sauf que si vous voulez qu'on épilogue sur cette question, vous allez vous rendre en évidence que les récépissés de manifestations publiques ici au Cameroun sont donnés à tête chercheuse. Il suffit que vous ne soyez pas un allié de la dictature et puis vous n'aurez jamais l'occasion de manifester de façon pacifique au Cameroun. C'est une vérité à dire. Cependant, vous les avez vus manifester à gauche et à droite. Vous comprenez donc en réalité une justice de 2 poids 2 mesures qui a conclu autant pour moi à ce que nos militants soient embastillés et jugés devant les tribunaux militaires. Je dis devant les tribunaux militaires, pour des personnes qui ont manifesté à main nue. On les a arrêtés, même pas une cuillère, même pas une fourchette, même pas un tournevis dans la poche, et qui se retrouvent devant le tribunal militaire. C'est incroyable pour un pays qui se dit démocratique. Merci. C'est inadmissible et j'appelle une fois de plus la dictature de Yaoundé à libérer mes compagnons de lutte. Ils n'ont rien fait. Ceux qui doivent être devant la barre sont des gens comme Valérie Mandengue pour avoir soutenu les massacres dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Et lorsque je leur dis, c'est pour les appeler à arrêter cette guerre. Ils sont violents, on les connaît. Je précise encore qu'au Cameroun, on parle bien de démocratie. À côté de vous, on reçoit Edmond Kuaté, il est économiste. Bonjour Monsieur Kuaté et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leila. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci pour l'invitation.
vous comprenez que c'est pas très aisé de me retrouver avec des hommes politiques. Ah ouais, c'est parfois très difficile. Mais bon, je crois qu'ils font le travail qui est le leur. Mais tout simplement, je les invite à parfois être plus pondérés, plus modérés. Parce que, vous savez, c'est des gens qui nous écoutent. On nous écoute intra et extramuros. Donc, j'avoue que j'aimerais davantage entendre des débats idéologiques liés à des projets de société, liés à des programmes. Quelles sont les perspectives pour un pays comme le nôtre qui, il faut le dire, se porte un peu économiquement très mal. J'aimerais entendre les hommes politiques se prononcer sur des questions beaucoup plus pratiques qui intéressent un peu les Camerounais. Parce que ce ping-pong-là, j'avoue que ça ne peut pas nous sortir, ça ne nous mène à rien. Donc les hommes politiques, qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin, qu'ils édulcorent un peu leur vin, qu'ils ne soient pas très durs. Parce que je pense que le débat des extrêmes nous mène forcément au chaos, parce qu'ils vont tirer sur les cordes d'un bout et de l'autre, et quand ce sera trop tendu, ça va rompre, ça va se casser, et quand ça va se casser, malheureusement, ce sera le gouffre pour tout le monde. Le Cameroun vient de négocier et de conclure un nouveau programme économique et financier appuyé par le Fonds monétaire international et couvrant la période 2021-2024. Selon le MINFI, la mise en œuvre de ce nouveau programme va permettre d'amorcer la reprise économique, d'atteindre une croissance forte. Peut-on dire que les efforts du Cameroun dans la gestion du Covid ont réussi à satisfaire les bailleurs de fonds? Non, faut pas le dire comme ça de manière directe. Ça n'est pas. Nous sommes. Ce qui s'est passé, je crois, l'autre jour avec le FMI et le ministre des Finances, c'est la suite, n'est-ce pas, d'un programme dans lequel nous sommes depuis 2016. Et c'est également la preuve que nous n'avons pas pu satisfaire les exigences n'est-ce pas, du plan d'ajustement budgétaire sur lequel nous sommes depuis 2016. Il faut savoir qu'en 2016, lorsque Christine Lagarde, n'est-ce pas, lors d'un sommet, je vais dire même mini-sommet extraordinaire des chefs d'État à Yaoundé, fait deux propositions, n'est-ce pas, un programme, n'est-ce pas, d'évaluation du franc CFA, c'était un ajustement monétaire et un programme d'ajustement budgétaire. Les chefs d'État, n'est-ce pas, de la CEMAC, de manière unanime, trouvent que un ajustement monétaire porterait des conséquences très fâcheuses et que c'était insupportable. C'est qu'il faut le dire qu'à l'époque, on avait déjà constaté que le taux de couverture extérieure de notre monnaie, le CFA, était déjà très faible. Ça avait dépassé le seuil critique. Je crois qu'à l'époque, on était à 52%, ce qui est pratiquement intenable. Quand on dit le taux de couverture, c'est-à-dire que l'équivalent en devise, n'est-ce pas, de notre franc CFA qui permet de couvrir nos opérations à l'international. Et donc, dans le compte des opérations, on ne réussissait plus, n'est-ce pas, à garantir les 3 mois d'importation exigés pour pouvoir, n'est-ce pas, faire nos transactions internationales. Et donc, à l'époque, il y avait eu donc ce programme d'ajustement budgétaire. Ce n'est pas seulement le Cameroun, c'était l'ensemble des pays de la CEMAC. Et donc, à l'issue de cela, il y avait un certain nombre de résolutions qui marquaient les exigences, n'est-ce pas, en matière budgétaire que les pays de la zone CEMAC devaient, n'est-ce pas, satisfaire pendant 3 ans. Ça allait de 2016 en 2019. Et donc, en 2019, nous n'avons pas simplement pas pu tenir. Et donc, on a prolongé ce plan-là. Mais malheureusement, il y a un élément nouveau qui s'est invité dans le jeu, chemin faisant, une conjoncture nouvelle qui était la pandémie du Covid-19. C'est donc ce qui avait motivé le FMI à faire un package de 180 milliards. Vous savez qu'aujourd'hui, ça pose trop de problèmes. Et donc, le FMI avait fait un package de 180 milliards qui était constitué d'aide, n'est-ce pas, à la lutte contre la pandémie, d'un prêt, d'un décaissement pour l'appui budgétaire et autres. Et bon, vous savez que aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes liés à la gestion de ces fonds. Le FMI a exigé, n'est-ce pas, que le Cameroun rende des comptes sur la manière dont l'argent a été géré. Je ne vous apprends rien. Vous avez lu, n'est-ce pas, pour ceux qui ont pu lire, vous avez lu, n'est-ce pas, le rapport de la Chambre des comptes qui mettait en relief un certain nombre d'indélicatesses, de légèreté dans la gestion de ces fonds-là. Et je crois qu'ils ont même exigé que certaines personnes, certains hauts cadres soient poursuivis pénalement parce qu'ils avaient fait preuve, n'est-ce pas, d'indélicatesse et ça frisait la prévarication et tout. On peut revenir là-dessus. Et donc, le FMI est cohérent
le FMI est cohérent envers lui-même. Le Cameroun continue d'être sous programme, sauf qu'il y a un autre élément nouveau qui fait suite au sommet au mini-sommet que Macron a eu à Paris avec les chefs d'État pour parler du refinancement de l'économie africaine avec, n'est-ce pas, les droits de tirage spéciaux. Ça aussi, il faudrait peut-être trouver le temps d'expliquer ça à vos téléspectateurs. C'est quoi les droits de tirage spéciaux? C'est donc des instruments de garantie que le FMI avait mis en place depuis les années 60 pour pouvoir permettre aux pays dont l'économie est vraiment exsangue, dont la situation financière est très difficile, de pouvoir, n'est-ce pas, trouver de l'argent auprès des banques centrales. Et donc, c'est l'élément nouveau qui est arrivé. On a eu, je crois, 475, je crois c'était 380 milliards qu'on nous a accordé, un programme triennal sur 3 ans. Mais je vais dire, c'est une moquerie que de croire qu'on peut relancer une économie avec 380 milliards. C'est insignifiant. Je voudrais que le ministre, n'est-ce pas, des Finances dise quelque chose, mais qu'il ne laisse pas croire aux Camerounais que, par exemple, avec la première tranche de 92 milliards que nous avons décaissé, que ça va nous permettre de relancer l'économie. Ça, 92 milliards, ça ne paye même pas le salaire des fonctionnaires sur, je sais pas, sur 6 mois. Or, le salaire des fonctionnaires, ça ne soutient même pas le budget du fonctionnement du Cameroun sur 3 mois. 92 milliards, c'est insignifiant. Si vous prenez le budget, du moins tel qu'il est, les dépenses du Cameroun tel qu'il est en ce moment, vous allez vous rendre compte que 92 milliards, ça ne peut pas, ça soutient quelle économie, ça met en place quelle véritable chaîne de valeur, 92 milliards. Et surtout, si l'on s'en tient au fait que chez nous, les dépenses de l'État sont assez costauds, il faut le dire, donc on s'est dit 375 milliards sur 3 ans. Franchement, ça peut nous permettre de fonctionner un peu, ça peut rééquilibrer le budget de fonctionnement de l'État, mais de là à dire que c'est une grosse machine pour pouvoir relancer véritablement l'économie en termes d'investissement, c'est nul. D'accord. Encore attendu sur ce plateau, Étienne Bama du CPP. Mais avant d'entrer dans les débats du jour, il y a ces attaques, ces menaces que reçoit depuis quelque temps le coordonnateur de la rédaction de Spectrum Télévision, Dipita Tongo. Donc nous avons ce communiqué du syndicat national des journalistes du Cameroun que je vais lire à l'instant. Alerte de presse, le coordonnateur de la rédaction de Spectrum Télévision STV, Dipita Tongo, fait l'objet de menaces de mort répétées de la part de personnes inconnues utilisant des moyens électroniques. Le compte Facebook de Dipita a été pris en otage par ces cybercriminels qui le harcèlent sans cesse par des messages haineux, non sans lui intimer l'ordre de mettre un terme au débat hebdomadaire qu'il anime pourtant avec professionnalisme et brio. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, le SNJC en abrégé, dont Dipita Tongo est membre, a saisi ce mardi 27 juillet 2021 toutes les autorités nationales compétentes de ces menaces graves, sans préjudice des conclusions des enquêtes qui seront menées par les autorités judiciaires saisies. Le bureau exécutif national, le BEN du SNJC, pour le compte de tous les membres et de toutes les sessions syndicales, adresse à Dipita Tongo ainsi qu'à toute la rédaction de STV un message de solidarité et de soutien. Le SNJC demande aux autorités d'assurer une pleine protection de l'intégrité physique de Dipita Tongo ainsi que celle de tous les journalistes en activité au Cameroun. Le SNJC demande à tous ses membres de rester mobilisés pour répondre à toute éventualité. Fait à Douala le 27 juillet 2021. Pour le Ben, Denis Kwebo, président national du SNJC. Et nous a rejoint Étienne Bama, il est militant du CPP. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs, les téléspectateurs de la station STV. C'est un honneur d'être sur votre plateau et on espère pouvoir apporter quelques éclairages sur les sujets qui sont abordés aujourd'hui. Je présente toutes mes excuses pour ce retard que j'ai accusé et puis voilà. Nous sommes prêts à répondre aux sollicitations des téléspectateurs. Merci. Les motions de soutien à Paul Biya sont de retour. Cette semaine, Cameroun Tribune s'en est fait l'écho. Entre lundi et vendredi, les forces vives et élites de plusieurs départements et régions du Cameroun ont rivalisé d'adresse pour exprimer leur soutien au président de la République. On va commencer par vous, Monsieur Djolako. Comment est-ce que vous analysez le retour de ces motions de soutien au chef de l'État? Et là, vous savez, c'est pas une surprise. Si nous voulons interroger l'histoire politique à travers le monde et particulièrement la République démocratique du Congo et plus précisément
l'ex-République démocratique du Congo, que nous avions régulièrement appelé le Zaïre, vous allez vous rendre compte que lorsque le régime du dictateur Mobutu tombait, certains ministres parvenaient quand même à instrumentaliser une petite poignée, une petite frange de la population à des fins politiques et les amener comme ça dans la rue pour manifester et montrer réellement au dictateur qu'il tenait encore les règnes du pouvoir, alors que l'opposition battait son plein, alors que les groupes armés battaient leur plein de gauche et à droite. Ainsi donc, la dictature, c'est à la dernière minute que la dictature est tombée, que Mobutu s'est rendu en évidence qu'il ne tenait plus rien en ce qui concerne les leviers du pouvoir, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan politique, qu'il était isolé et que la population lui vomissait dessus. Alors, si on voudrait transposer ça dans le cadre du Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, M. Biya, sur le plan politique, ne représente plus rien. Il ne représente plus grand-chose. Maintenant, pour assurer sa survie politique, certains de ses lieutenants se basent et surfent particulièrement sur la misère ambiante qui règne au Cameroun, surfent particulièrement sur la souffrance des populations, les instrumentalisent à des fins politiques, c'est-à-dire quoi réellement? Ils possèdent à l'achat des consciences. Nous avions été à l'université, nous avions constaté, ils arrivent sur un point, distribuent un peu quelques billets de banque, 1000 francs, 500, et subitement les étudiants remplissent les bus. C'est ainsi donc qu'ils sont transportés dans les rues, qu'ils manifestent à travers les rues de la capitale politique et surtout même ici à la capitale économique et ailleurs pour montrer effectivement qu'ils tiennent encore les règnes. Or, en réalité, ces personnes font ça à contre-cœur. C'est parce qu'ils sont dans la paupérisation, ils sont paupérisés, ils sont dans l'extrême pauvreté qu'ils se trouvent donc à être livrés à ce genre de jeu pour montrer réellement au dictateur qu'il vit encore. Mais en réalité, politiquement, il est déjà mort. Donc, ce n'est pas une première fois que nous constatons. Il a quand même été déclaré vainqueur lors de la dernière élection. Ça, c'est ce que la Cour constitutionnelle nous a dit. Et pour ça, nous avions pris acte, malgré que nous avons montré au peuple camerounais qu'en réalité, c'est nous qui avions gagné les élections, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous réclamons la victoire de 2018. C'est pourquoi je voudrais vous dire, Léla, ne voyez pas les manifestations aussi instrumentalisées qui se déroulent à travers les différentes villes du Cameroun. Non, il ne s'agit pas d'un signe de vitalité politique. Il ne s'agit pas d'une existence politique. Non, c'est une mort politique. Parce que lorsque vous partez auprès des populations qui sont mobilisées au cours des millions de francs CFA, vous vous rendez en évidence que ces personnes ne font pas cela de façon objective. Non, ils sont achetés, puisqu'ils n'ont rien à faire, puisqu'ils sont désœuvrés, puisque certains ont été à l'école et qu'aujourd'hui ils n'ont pas d'emploi. Alors ils sautent sur l'occasion et tiennent et bénéficient de quelques billets de banque. Et par conséquent, contribue comme ça à aliéner certains. Mais malheureusement, je vais chuter par là, qu'aujourd'hui, la population camerounaise n'est plus dupe. Ils ont réellement compris que le camp d'en face a échoué. Et lorsque vous venez leur donner ces billets d'argent, ils prennent, ils consomment. Malheureusement, au moment des élections, ils expriment leur volonté. C'est pourquoi nous avions gagné en 2018. Monsieur, je rappelle encore que le chef de l'État, Paul Biya, a été déclaré officiellement vainqueur lors de la dernière élection présidentielle. Monsieur Bama, est-ce que le contexte se prête à ces motions de soutien, le contexte actuel? Écoutez, je ne suis pas certain que le régime en place se dérange de ce que le contexte se prête à la situation ou pas. L'idée ici, je crois, pour le régime, c'est de montrer qu'il y a, après les manifestations de Genève, qu'il y a au niveau du pays un soutien au président de la République, même si dans la réalité, comme l'a exprimé le copronaliste, il n'y a pas réellement un soutien de la population vis-à-vis du chef de l'État. L'idée ici est de montrer que malgré les manifestations qu'il y a eu à Genève, malgré tous les appels aujourd'hui au président de la République de prendre des mesures dans un ensemble de domaines sur lesquels on s'attendrait à ce que ce gouvernement mette un peu plus d'énergie, dans le domaine de la transparence, de la gestion des fonds publics, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine même de la gestion l'idée de donner aux populations ce dont ils ont besoin, les routes, etc., la santé. Donc, on s'attendrait à ce que ce gouvernement mette plus d'énergie à ce type d'action. Mais c'est leur modus operandi.
de montrer qu'il y a un soutien, de montrer que toute la population est derrière le chef de l'État. Donc personnellement, on n'est pas surpris de ce qui est en train d'être fait. Il y a le Covid, on dit qu'il faut prendre des mesures pour préserver la population. Une fois de plus, c'est ce gouvernement qui met la population camerounaise dans une situation sanitaire, dans une situation de crise où il s'expose. Donc c'est pas compréhensible qu'on soit dans que le gouvernement, un gouvernement responsable, soit en train de mettre la population dans une situation sanitaire, dans ce type de mouvement où il s'expose. Première chose. On s'attendrait, deuxième chose, à ce qu'il soit plus en train à faire autre chose et on ne le voit pas. Donc, clairement, depuis des années, on a constaté que ce gouvernement ne sert pas la population. La population a fait le constat et aujourd'hui, la question c'est comment est-ce qu'on agit. Comment est-ce qu'on agit pour qu'on préserve nos propres intérêts, pour qu'on agisse pour défendre notre avenir et l'avenir de nos enfants. Alors, M. Mandengue, les uns et les autres vous attaquent sur la façon dont sont finalement montées les motions de soutien au chef de l'État. La question que je m'en vais vous poser est celle de savoir, est-ce que la vie des populations compte lorsque ces motions de soutien sont faites? Est-ce que la vie des populations est toujours prise en compte? Comment est-ce que les motions de soutien sont fabriquées? Madame Léla, avant de répondre à votre question, je voudrais faire quelques indications. Vous savez, le plateau de cet hebdo fait partie au Cameroun des 3 plateaux les plus courus le dimanche. Ce qui nous impose, nous les panélistes que vous invitez, à avoir un minimum de mesure, un minimum de hauteur, un minimum de courtoisie, même dans les éléments de langage que nous suivons. C'est bien évidemment avec beaucoup de tristesse que je me rends compte que l'appel, entre guillemets, lancé par M. Kouyaté sur ce plateau n'a eu d'écho que le temps qu'il a dit. Parce que lorsque nous parlons, sachons très bien qu'il y a des millions de Camerounais qui nous regardent. Il y a des millions de Camerounais qui, à partir de nos gestes, prédéfinissent ce qu'ils vont avoir demain matin. Et vous allez très bien voir ici que le couple MRC-CPP sur ce plateau n'a eu que pour observation le langage de violence, le langage outrancier qui est le leur et que les Camerounais connaissent. Pour revenir à votre question, je voudrais dire ceci. Lorsqu'on parle de dictature dans un pays, et c'est pourquoi je m'offusque beaucoup, puisqu'il y a un pan que les partis politiques au Cameroun n'ont pas mis assez d'accent, c'est la formation. On se rend compte au fur et à mesure qu'on avance, lorsqu'on arrive sur des plateaux de télévision, que nous avons affaire à des Camerounais qui manquent du minimum requis en termes de débat. Qu'est-ce qu'il faut dire? On ne peut pas être dans un pays, Madame Léla, où vous avez plus de 300 partis politiques. On ne peut pas être dans un pays où la pluralité politique est consacrée. On ne peut pas être dans un pays où le suffrage universel est reconnu, où tout le monde concourt au suffrage universel sans avoir de guillotine sur la tête. Et vous voyez quand même des gens venir vous parler de dictature. On ne peut pas être dans un pays qui a plus de 1000 organes de presse qui existent, un pays où, à partir d'une simple déclaration à la préfecture, vous avez votre organe qui est mis en place et on parle encore de dictature. Madame Léla, la liberté politique, la liberté syndicale, les Camerounais la vivent et ils la vivent sans contrainte. Donc, il y a donc des moments comme ça où vous, qui managez ce plateau, un temps soit peu, il vous faut aussi freiner l'ardeur populiste qui anime certains. Monsieur Mandengue, est-ce que la pluralité... Je reviens à votre question. Oui, c'est vous. Est-ce que la pluralité politique et même la pléthore de médias, dans le fond, est signe de véritable démocratie? Elle est signe même de la vitalité de notre démocratie. Une démocratie ne s'exprime que par la liberté. La liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté syndicale, elle est consacrée dans notre pays. Je veux dire, de 317 partis politiques au Cameroun, combien sont réellement actifs sur le terrain? Vous êtes mieux placés, vous, journalistes d'investigation, à travers les recoupages que vous faites, pour savoir lesquels sont les plus actifs ou lesquels ne sont pas actifs. Ou encore, savoir parmi ces 317 partis politiques, ceux qui sont devenus, à l'exemple de ce que nous voyons sur ce plateau, une menace réelle à l'unité nationale et à l'ensemble des valeurs que prône la République. Je voudrais dire ceci, lorsqu'on parle d'émotion de soutien, le soutien au chef de l'État, en réalité, Madame Léla, tire son fondement
du préambule de la Constitution qui assigne à chaque citoyen d'être à la défense de la République et par extension des institutions. Ce sont des mouvements civils, ce sont des mouvements citoyens qui peuvent être coordonnés par des partis politiques, par des sympathisants ou par des Camerounais. Et je ne vous cache pas qu'elle fait suite à la vague d'indignation qui a pu naître depuis le précédent séjour qui est toujours actuel du chef de l'État à l'étranger. Je voudrais dire ceci, il faudrait très bien qu'on se comprenne. Lorsque le représentant du MRC édicte ici que les manifestations pour les uns, parce qu'il essaye de tronquer la loi est claire, vous avez essayé de le lui rappeler, mais ils sont dans une vision très obscurantiste qui les empêche de voir la réalité en face. Lorsqu'on parle de manifestations publiques, il vous souvient, pour ce cas, que des manifestations publiques du RDPC ont été annulées à Yaoundé 1, Yaoundé 4, et il y a quelques mois même été annulées à Douala 2e arrondissement. Je vous arrête tout de suite pour Yaoundé 1. Je veux terminer. Permettez, M. Mandengue, permettez. Vous n'avez relancé aucun copanéliste, mais si à chaque fois vous devez le couper chaque 30 secondes, ça veut dire que le message que je vais transmettre à l'ensemble de ceux qui nous suivent ne vont pas arriver. Permettez que je restitue, permettez juste que je restitue la vérité. Pour le cas de Yaoundé 1er, la loi dit bien que la demande de manifestation doit être déposée 7 jours avant le jour de la manifestation. Mais pour la jeunesse, je crois que c'était la jeunesse patriotique de Yaoundé, la demande a été faite, je crois que c'était 2 jours ou 3 jours avant la manifestation. Permettez que je restitue la vérité. On poursuit la question que je vous... Quelle est la vérité? La vérité, au fond, est-ce que cette manifestation a eu lieu? Elle a été annulée. Elle n'a pas été déposée, elle n'a pas été déposée dans les temps pour ce cas-là. Je vous en prie, monsieur Djolako. Revenons à la question. Mais je pense que par la bienséance... Je n'aimerais justement pas qu'on joue à ce jeu. Revenons à la question. Comment est-ce que les motions de soutien sont faites au Cameroun? Est-ce que les populations sont toujours consultées? C'était ça la question. Mais ces motions de soutien sont spontanées. Vous n'allez pas empêcher aux Camerounais, à un moment, de ressortir leur indignation. Je vous rappelle que quand sur ce plateau a parlé du 22 septembre, mais madame, elle est là. Il oublie, et vous-même vous omettez de le dire aux téléspectateurs, que ce même 22 septembre, nous avons vu des populations à Ndokoti, à la Cité Sikh, à Dakar, attraper ces agitateurs pour les remettre aux forces de sécurité. C'est les populations, au-delà de la gesticulation que les uns et les autres veulent faire. Il faut comprendre que lorsque vous avez face à vous un parti qui poursuit les logiques insurrectionnelles de son bras allié appelé la BAF à l'étranger, qui a été humilié il y a 2 semaines à Genève. Lorsqu'un parti politique met en danger, Madame Lila, la sécurité, notre sécurité collective, à travers son soutien, à travers son financement, à travers son appui à des organisations terroristes, lorsqu'un parti politique remet en cause la sécurité du chef de l'État, du président de la République, élu souverainement par le peuple camerounais, vous comprenez très bien qu'à un moment, il y a un ras-le-bol qui va pousser des Camerounais à exprimer, comme je l'ai dit, par le préambule de la Constitution, leur soutien aux institutions et à la plus haute institution qu'incarne le chef de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des soutiens à tête chercheuse. Et je vais aller plus loin. Lorsque vous regardez aujourd'hui la jonction MRC, Basse, Ambazonie, que les Camerounais ont vu, ont constaté avec effroi à Paris, aujourd'hui, est une jonction insurrectionnelle, illégale et violente qui elle-même puisse démontrer, puisse apporter comment on appelle ça, puisse apporter les arguments qui puissent dire à l'administration à un moment, il faut mettre stop. On ne peut pas accepter que devant nous, un parti politique migre de parti politique à ONG puis en nébuleuse Donc, il est important de recadrer les choses pour qu'on sache très bien à quoi nous avons affaire. Quel crédit accorder à ces initiatives, les motions de soutien qui sont faites en ce moment? Bon, Leïla, déjà, dans un premier temps, je dois dire que dans une démocratie, les partis politiques ont, n'est-ce pas, peuvent s'exprimer de la manière dont ils pensent. Je veux dire qu'un parti politique peut estimer que pour redorer le blason de son champion, il peut soit faire des motions de soutien, il peut, je vais dire, organiser des marches dans la rue pour dire que nous soutenons notre champion. C'est démocratique, c'est normal dans une démocratie. Mais je crois que les motions de soutien dont il est question, plus précisément, je veux dire la vague à laquelle nous assistons depuis ces jours, font suite, n'est-ce pas, à
ce que le chef de l'État, le couple présidentiel, a essuyé, n'est-ce pas, lors de son séjour, qui se prolonge encore d'ailleurs à Genève, où certains Camerounais, certains compatriotes de la diaspora ont estimé qu'il devait aller faire un certain nombre de revendications devant son hôtel. Non, pas revendication, capturer le chef de l'État. Remettez C'est pour ça que... Pour établir aux téléspectateurs la gravité des actes des militants et activistes. Merci, M. Badingué. Allez-y, M. Kouyaté. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours appelé les uns et les autres à faire l'économie de certaines expressions, parce que ça n'apporte aucune valeur ajoutée au débat. Vous pouvez dire, par exemple, que vous allez manifester votre indignation ou votre colère à Genève, devant l'hôtel du chef de l'État, mais ajouter des expressions comme « arrêter », je crois que c'est des choses qu'on peut éviter. Vous pouvez peut-être, avec des pancartes à la main, ou je ne sais pas, dire que nous ne sommes pas contents de telle situation au Cameroun, dire que nous ne sommes pas contents, mais de dire que vous allez aller prendre un chef de l'État, vous le contestez. Ce n'est pas seulement au Cameroun qu'on conteste le chef de l'État. Nous assistons à une vague de contestation du président Macron en France tous les jours. Même si vous regardez le défilé du 14 juillet, vous allez vous rendre compte que le chef de l'État, Macron, a été hué, il a été insulté, il a été conspué par ses compatriotes français. Mais de là à aller à utiliser d'autres termes, je crois que c'est un peu ce qu'il faut éviter. Et donc je disais que ces manifestations certainement font suite à cela. J'ai dit, le RDPC est libre de manifester pour dire nous soutenons notre chef de l'État. Mais ce qu'il faudrait, par exemple, pour qu'il y ait un jeu d'équilibre démocratique, il faudrait peut-être aussi donner la possibilité à ceux qui ne sont pas contents de dire au chef de l'État nous ne sommes pas contents pour telle ou telle raison. Si tant il est que devenu chef de l'État, il n'est pas le chef de l'État d'un parti, il est le chef de l'État du Cameroun. Et donc, en tant que chef de l'État du Cameroun, si nous devons revenir à une proportion beaucoup plus faible, ça veut dire qu'il devient comme le père d'une famille. Le père d'une famille n'est pas le père des enfants qui sont contents. Il est aussi le père des enfants qui ne sont pas contents. Et donc, le soir, quand il rentre, il doit entendre l'enfant qui a dit « J'ai très bien mangé, papa, bonsoir » et entendre aussi l'enfant qui a dit « Papa, j'ai pas mangé, on m'a pas donné à manger aujourd'hui ». Il doit entendre les deux. Et il lui revient, n'est-ce pas, d'actionner sur les mécanismes qu'il a en main pour pouvoir régler le problème. Et donc, je dis, s'il y avait la possibilité donnée, je vais dire, à tous les autres partis politiques, à tout le monde, à tous les Camerounais, même les indépendantistes, même la société civile, et de dire que nous ne sommes pas d'accord sur tel ou tel fait. Le Cameroun n'est pas un enfer, ça il faut le dire, mais le Cameroun est loin d'être un paradis où tout est parfait, où on ne peut pas se plaindre. Le Cameroun n'est pas un enfer, je l'ai dit, mais c'est loin d'être un paradis également. Et le contraire également, le Cameroun n'est pas un paradis, mais c'est loin d'être un enfer. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il était important de d'éviter certains termes. J'ai entendu Brice, par exemple, tout à l'heure dire que le Cameroun, c'est une dictature féroce. Je connais les dictatures féroces. Dans des dictatures féroces, on ne vient même pas à la télé le dire. Vous ne le dites pas et puis vous êtes tranquille. On peut par exemple se plaindre, on peut peut-être mettre à l'index certains déficits à notre démocratie, certains manquements à notre démocratie. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas vraie, mais je veux dire que le Cameroun c'est une dictature féroce. Je connais les dictatures féroces. En Corée du Nord, qui est une dictature féroce, vous ne dites même pas que vous n'êtes pas d'accord avec Kim Jong-un. Vous ne le dites pas, ça ne se dit pas, ça ne s'imagine même pas dans l'esprit. Et donc, il y a peut-être des déficits. Les agrégats de notre démocratie ne sont pas encore suffisamment constitués. Il y a des manquements. Tous les ingrédients ne sont pas encore, n'est-ce pas, réunis pour que notre démocratie soit une soupe très très digeste. Je suis d'accord, mais il ne faut pas non plus donner l'impression qu'il y a absence totale de démocratie. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que derrière les soutiens, pour revenir sur le sujet, derrière les soutiens dont il est question, et il faudrait que les lieutenants du président Biya apprennent à lui apporter un véritable soutien et non les soutiens de façade. Parce qu'il me semble que derrière ce soutien, les élites politiques jouent plus de leur avenir politique, n'est-ce pas, que de l'avenir politique du président Biya, que de sa situation personnelle et que de l'avenir même du Cameroun. Parce que j'ai vu par exemple quelqu'un comme Manaouda Malachi aller organiser des soutiens à Mokolo, alors que ce jeune ministre a eu l'occasion, pour une fois,
de donner raison à cet écho-là qui montait et qui disait que le président nommait difficilement les jeunes. Il a eu l'occasion de le faire en étant un excellent ministre, un ministre à la limite irréprochable. Mais que nenni, nous avons vu à l'occasion, par exemple, de la pandémie et des fonds mis à disposition pour gérer la pandémie, on sait aujourd'hui qu'il est le plus mis à l'index. Je crois que vous allez aborder le sujet. Encore qu'il n'est pas encore condamné, je veux dire que les... Non, je vais dire, voilà. Si on s'en tient par exemple aux éléments du rapport de la Chambre des comptes, si on s'en tient ne serait-ce qu'aux éléments de la Chambre des comptes. Quand la Chambre des comptes, il faut le dire, la Chambre des comptes, c'est une sous-chambre de la Cour. Mais les uns et les autres ont souligné le manque de contradiction dans le rapport de la Chambre des comptes. Non, le manque de contradiction, ça ne remet pas en cause, n'est-ce pas, la crédibilité de ce rapport. Quand on parle de contradiction, ça veut tout simplement dire quoi? Ça dépend de la méthode de travail. Et puis la Chambre des comptes a sa méthode de travail. Quand on parle de contradiction, c'est lors d'un audit, par exemple, qu'on vient vous mettre par terre, on vous dit, bon, apportez les documents, est-ce que vous êtes différent? Ça, c'est la Chambre des comptes, c'est-à-dire qui fait un constat, qui travaille, qui a ses méthodes de travail, qui exploite ce que vous mettez à sa disposition, qui exploite ce qu'eux, ils ont à leur disposition. Et à la sorte, n'est-ce pas, je vais dire, après leur travail, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu effectivement légèreté. Vous n'allez pas me dire que tous les éléments qu'ils ont réussi à mettre en relief parce qu'il n'y a pas eu contradiction, c'est des éléments qu'il faut battre en brèche. Moi, je l'ai lu, je peux dire que j'ai quand même les rudiments pour pouvoir apprécier un rapport. Encore que les enquêteurs du TCS travaillent là-dessus. Encore que les enquêteurs du TCS travaillent là-dessus, et on a auditionné, voilà, c'est à la fin de leurs enquêtes qu'on va savoir si, parce que justement la Chambre des comptes a relevé 12 éléments qui permettaient de poursuivre sur le plan pénal un certain nombre, je vais dire, de hauts cadres de l'administration. Et donc, c'est à la fin, n'est-ce pas, qu'on va savoir si tous ces faisceaux d'indices-là donnent raison à ceux qui pensent qu'il y a eu prévarication, qu'il y a eu légèreté. Et donc, je disais que le ministre Manaouda, par exemple, aurait pu donner l'occasion au président de la République de dire oui, quand nous te demandons de nommer les jeunes, tu devrais les nommer parce que voilà comment nous comptons travailler. Il ne l'a pas fait. Du moins, si je le mets entre griffes, si in fine, tout ce qui lui est reproché dans la gestion, n'est-ce pas, des 40 et poussières de milliards qui ont été mis à sa disposition, si tout ce qui lui est reproché dans la gestion de ces fonds est établi véritablement et que sa responsabilité est engagée, n'est-ce pas, dans la légèreté de tout qu'on a constaté et la prévarication qui est annoncée, ça veut dire qu'il n'aura pas beaucoup aidé le chef de l'État. Ça veut dire qu'il ne l'aura pas aidé. Et aller donc organiser des motions de soutien, est-ce qu'il ne joue pas là? Est-ce qu'il ne fait pas dans la flagornerie? Est-ce que ce n'est pas une manière cautelleuse, une manière hypocrite de jouer de son propre avenir politique et de donner l'impression au chef de l'État que nous te soutenons, nous t'apportons le soutien, je peux mobiliser pour toi, je peux mettre une masse populaire derrière toi, quand nous savons parfois très bien comment, dans quelles conditions même ces mobilisations sont faites. Non, je vais dire qu'il y a meilleure façon de soutenir le chef de l'État. Je crois que le ministre qui va remplir ses fonctions, régaliennes, n'est-ce pas, de manière à apporter un satisfecit aux désirata de la population, c'est parce que c'est pour ça qu'ils sont nommés. C'est parce que le chef de l'État ne peut pas, à lui seul, n'est-ce pas, être ministre de la Santé, ministre du Budget, ministre de la Ville, ministre de ceci. C'est pour ça qu'il nomme des gens. Sinon, il est la personne qui a reçu le suffrage des Camerounais. Quand les Camerounais se sont aliénés de leurs droits, c'est au lui, le chef de l'État, qu'ils ont donné. Et donc, quand il nomme des gens, pour lui apporter du soutien, il faudrait qu'il fasse avec un minimum, n'est-ce pas, d'élégance, le travail pour lequel ils ont été nommés. Monsieur Mandengue, avant Monsieur Mbema, pour revenir à ce que disait Edmond Okuaté, les acteurs politiques, la plupart en tout cas d'acteurs politiques, derrière ces motions de soutien, joueraient plus de leur avenir politique que celui du chef de l'État. L'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est à qui est-ce que ces motions de soutien s'adressent exactement? Au chef de l'État ou au peuple? Parce que je veux dire, la coutume veut que lorsqu'une motion de soutien est rédigée, elle est transmise par exemple à Cameroun Tribune pour le cas cette semaine, elle est publiée dans la presse, les médias sont parfois appelés lors des grandes mobilisations, alors que le chef de l'État, alors qu'elles peuvent être transmises directement au chef de l'État, à qui est-ce qu'elles s'adressent exactement ces motions de soutien? Ces motions de soutien s'adressent à la plus haute institution de ce pays. Parce qu'il faudrait que, un temps soit peu, nous fassions la différence entre Paul Biya et le président de la République. Elle s'adresse au président de la République qui est une institution. Et je vous l'ai dit à l'entame de mon propos que
ce soutien trouve même, parce qu'il appartient à chaque Camerounais de défendre la République. Ce n'est pas le président Biya qui est attaqué, c'est la République et les institutions qui sont attaquées. Quand je finis de dire cela... Mais si elles sont adressées au chef de l'État, au président de la République, pourquoi est-ce qu'elles sont publiées dans les journaux? Pourquoi avoir besoin d'appeler les médias? Je veux dire, le message, on l'envoie à qui exactement? Le message, il est envoyé à l'ensemble des Camerounais. Souvenez-vous que quelques jours avant les fameuses manifestations qui avaient déjà pris corps une semaine avant, félicitées par un seul homme politique qui mettait corps à corps ceux qui décapitent nos frères dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et ceux qui ont la logique insurrectionnelle de la rue. 3 jours avant, le ministre Vandoayolo, un directeur du cabinet civil, avait fait un communiqué pour appeler l'ensemble des Camerounais au calme. Parce que les Camerounais, ayant vu que les attaques qui étaient centrées physiquement sur le chef de l'État étaient des attaques de trop, commençaient déjà à ressortir les germes de réciprocité. Je vais même plus loin. Et c'est pourquoi on met toujours ce parti face à ses propres contradictions. Lorsqu'on dit que des individus ont été traduits au tribunal militaire, ce qui n'est pas a priori légal, nous nous rendons compte que le président d'un parti... Parce que Monsieur Diolako, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur Diolako, je vous en prie. Allez-y, monsieur Mandengue. Vous voyez, vous avez à l'espace de 5 secondes la posture d'un parti politique. C'est pourquoi je dis, Madame Léla, interpeller les chefs de partis politiques à former les ressources humaines. C'est très important. Allez-y sur la question. Lorsque vous êtes face à un média, sachez que vous vendez la vitrine de votre parti politique. Et lorsqu'on vous écoute parler, monsieur Diolako, vous la vendez tellement à la perfection. N'est pas une institution, c'est un institutionnel. Il est à la tête d'une institution qu'on appelle la présidence de la République. Il faut le savoir. Messieurs, dit qu'il est une institution. Monsieur Diolako, il faut l'avouer. Retirez d'abord cela. Ne vous dérangez pas, je vais faire ce jeu. Vous pouvez continuer à abrutir et à faire preuve d'ignorance. Revenons à la question, messieurs. Monsieur Mandengue, revenons à la question. La question, c'était à qui s'adresse, quel est le message derrière lorsque je termine, et je voudrais, avec votre permission, que vous laissez que j'aille jusqu'au bout. Monsieur Kouyaté a dit un certain nombre de choses ici que je ne trouve pas correctes. En arrivant sur ce plateau, même il y a encore 5 minutes, je me suis mis sur le site de la Chambre des comptes. Et je n'y ai retrouvé aucun rapport de Chambre des comptes. Il faut très bien faire la distinction entre des observations préliminaires et des notes de synthèse qui ont fuité, qui sont a priori des notes confidentielles, qui ont fuité et qui en elles-mêmes ne sont pas des rapports de jugement de la Chambre des comptes. Jusqu'à présent, que ce soit la Chambre des comptes, que ce soit le Parlement ou que ce soit la présidence de la République, n'a pas encore communiqué sur les éléments de ce rapport. Donc il est très mal placé de venir sur un plateau et de parler de rapport de la Chambre des comptes. Nous avons vu des notes qui ont fuité et qui laissaient apparaître un certain nombre de choses. Pour l'instant, laissons la justice faire son travail sereinement. Pour ce qui est des manifestations, et je le dis encore, ce sont des manifestations qui répondent, Madame Léla, à cet hooliganisme politique, à cette violence politique instituée par un parti depuis le 8 octobre 2018. Lorsque un panéliste vient sur ce plateau et nous explique qu'il est en dictature, alors que depuis le 8 octobre, et cette fameuse déclaration qui fait office de coup d'État, que la rue n'a pas suivi. Depuis le 26 janvier, avec les premières marches, parce que je voudrais le rappeler à monsieur Kouyaté, tous les partis politiques ont le droit d'exprimer leur liberté. Mais elles s'expriment dans 2 cadres. 1, dans le cadre de la loi, et 2, dans le cadre des prescriptions faites par l'objet de manifestation. Lorsque vous manifestez, monsieur Kouyaté, vous estimez que lorsque le 22 septembre, un parti politique manifeste avec pour objet d'aller destituer un chef d'État, vous pensez que même dans la logique républicaine, même celle qui est celle de l'éducation, des valeurs que nous prenons, est-ce que vous estimez que ce parti politique est encore dans la République? Je dis non. Il y a beaucoup de partis politiques qui ont eu à manifester. Le PCRN fait ses réunions régulièrement. Jean-Michel Nutte en fait ici dans le cadre du SIF. Le NEC s'est tenu dernièrement. Les militants d'autres partis politiques tiennent leurs réunions sans aucun problème. Maintenant, il faut faire la distinction entre les partis politiques et les hooligans politiques.
C'est de ça qu'il est question. Vous avez des partis politiques qui ont choisi délibérément, depuis 3 ans, d'imposer à l'opinion publique nationale et internationale camerounaise le discours de la violence, le discours de la haine, le discours du tribalisme, le discours de la division. À partir de ce moment, vous n'allez pas empêcher à des Camerounais spontanément de venir leur dire non. Enough is enough. Trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, nous faisons confiance à celui à qui les Camerounais ont donné la souveraineté nationale, qui est le chef de l'État. Merci, monsieur Mandengue. Il faut faire cette distinction. Parce que lorsqu'on fait cette distinction, Madame Lila, avec votre permission, oui, avant que je dise, lorsqu'on fait cette distinction, on comprend très bien. Monsieur Kouyaté, vous êtes un économiste, mais je vous sais aussi stratège. Je vous ai vu souvent discuter des problèmes de défense. Vous ne trouvez pas pour vous, il n'y a pas d'appréhension lorsque ces manifestations coïncident avec une recrudescence spectaculaire des actes de barbarie à l'endroit de nos forces de sécurité. Vous ne comprenez pas qu'en réalité, nous faisons face à un groupe de personnes qui font une action concertée de la stratégie de la tenaille qui consiste à des échelles de violence sur 3 niveaux. Vous avez le MRC qui doit agiter la rue et les sites urbains. Vous avez l'Ambazonie qui doit agiter les forêts du nord-ouest et du sud-ouest par le maquis. Et vous avez la branche armée du MRC, la base, qui à l'extérieur doit maintenir un certain nombre de violences. Donc vous comprenez très bien qu'à un moment, les Camerounais, encore que ceux qui étaient à Genève, ne représentent pas la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise responsable, la diaspora camerounaise qui, ici, investit, est une diaspora que vous n'allez jamais retrouver dans ce type de revendications. Donc, lorsqu'on est face à tout cela, Madame Léla, de grâce, laissez les Camerounais vous dire à un moment qu'ils font contre cet extrémisme violent dont un parti politique avec des ONG et des partis satellitaires ont pris corps dans ce pays. Monsieur Mandengue, j'aimerais juste pour la suite de l'émission qu'on s'arrête aux sujets qui ont été choisis, parce que j'ai l'impression qu'on va dans tous les sens et on sort. Non, on ne va pas dans tous les sens. Monsieur Mandengue, je vous... Il y a un second modérateur qui est M. Djolako et qui a tous les droits, qui se donne toutes les libertés sur ce plateau. Donc permettez que lorsque le couple MSC-CPP prend la parole, que je puisse donner la réplique qui soit nécessaire. Monsieur Mandengue, monsieur Djolako, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, c'est encore moi qui vous ai invité tous les deux. Donc, quand je donne la parole, quand je ne vous donne pas la parole, souffrez de rester silencieux tant que je ne vous ai pas donné la parole. Je disais pour la suite de l'émission, messieurs, j'aimerais qu'on reste circonscrit aux sujets qui ont été arrêtés. Alors, monsieur Bama, que représentent pour vous ces motions de soutien face aux menaces de la base? Je veux dire, est-ce qu'elles peuvent d'une façon ou d'une autre faire changer, je veux dire, l'attitude de ceux qui en face attaquent, entre guillemets, le chef de l'État? Lorsque vous dites ceux qui en face attaquent le chef de l'État, vous parlez de quoi? Je voudrais qu'on restitue un ensemble de choses. Aujourd'hui, au Cameroun, on a le MSC, le RDPC, puisqu'il semble mettre le MSC et le CPP dans un mariage dont lui seul connaît les tenants et les aboutissants. Ils ont cette habitude-là de, lorsque les choses ne vont pas dans leur sens, d'utiliser 2 mots, 2 expressions qui reviennent très régulièrement. Et il les a repris ici. La première expression, c'est menace. Menace contre la République, menace contre l'institution, menace contre le Cameroun, etc. Et le deuxième qu'ils utilisent très souvent, c'est le complot. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec ce gouvernement, on devient un complotiste. Et ça, ce sont justement les éléments d'une dictature, le vocabulaire d'une dictature. Qu'est-ce qu'une dictature? La dictature, la démocratie, c'est défini par un ensemble de piliers, dont la bonne gouvernance, dont l'état de droit. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez... On parle... À chaque sortie de la presse, on parle toujours d'un ensemble d'éléments de mauvaise gouvernance. On parle plus de mauvaise gouvernance au Cameroun qu'on ne parle de bonne gouvernance. Les expressions telles que j'ai le droit de dire dans une démocratie que je ne suis pas d'accord avec le chef de l'État. Est-ce que dans une dictature, vous pouvez être invité sur un plateau de télévision? Je vous repose, monsieur Mandengue, vous n'êtes pas le second modérateur également. Je vous repose la question que monsieur Edmond Kouyaté a posée tout à l'heure à monsieur Djolako. Est-ce que dans une dictature, vous pouvez arriver sur un plateau de télévision, dire que vous n'êtes pas d'accord? Justement, venons donc dans les médias.
vous avez lu tout à l'heure un journaliste qui est menacé. Est-ce qu'il est menacé par les forces de l'ordre? La question, ce n'est pas forcément qu'il soit menacé directement par les forces de l'ordre. Mais quand on parle de dictature, est-ce que la dictature... Écoutez, la dictature revêt plusieurs formes. La dictature en Corée n'est pas la même dictature qu'au Cuba. De même que la démocratie en France n'est pas la même démocratie qu'aux États-Unis. Donc autant on a des formes de démocratie, autant on a des formes de dictature. On a vu dans ce pays un ministre de la communication venir dans des plateaux télévisés, instruire les journalistes de ne pas aborder un certain nombre de sujets, instruire les journalistes de ne pas inviter un certain nombre d'acteurs majeurs politiques sur les scènes télévisées. Est-ce qu'on se retrouve encore dans une démocratie? On a vu, je finis s'il vous plaît. La même remarque que j'ai faite à M. Mandengue vaut également pour vous. J'aimerais qu'on reste sur les sujets qui ont été... On est dans le sujet. La question que je vous ai posée, c'est que représentent ces motions de soutien face aux menaces de la base? Est-ce qu'elles peuvent d'une façon ou d'une autre faire changer les acteurs d'en face? Écoutez, changer les acteurs d'en face, aujourd'hui, on sait très simplement que les acteurs, aujourd'hui, le gouvernement n'écoute personne. Ce gouvernement aurait écouté, serait dans une posture justement démocratique, qu'un ensemble de situations que nous voyons aujourd'hui, que ce soit la crise de Boko Haram, que ce soit la crise au nord-ouest et au sud-ouest, on n'aurait pas cette crise-là. Simplement, puisque ce gouvernement n'écoute pas, ils sont dans une posture où ils imposent leur manière de voir. Non, ça ne va pas changer. Et c'est vraiment avec beaucoup de tristesse que je le dis. Dans une situation où le gouvernement écouterait la population, écouterait son peuple, qui lui dit, monsieur, on a des problèmes chez nous. Vous venez dépenser des ressources de notre pays, résolvez les problèmes que nous avons sur le territoire. Ce président doit écouter. Aujourd'hui, donc, simplement, malheureusement, on est dans un pays de dictature qui n'écoute personne et qui agit. Vous insistez sur le mot. Vous insistez avec le mot, encore que c'est votre avis. Allez-y, monsieur Diolako. Vous avez posé une question aussi très très importante tout à l'heure. Vous demandez à savoir, est-ce que les manifestations, entre parenthèses, négociées du régime RDPC peuvent faire changer les choses en face? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a vu en face? C'est d'abord la première question qu'il fallait poser. En face, nous avions la diaspora camerounaise qui demande l'amélioration des conditions de vie des Camerounais sur le territoire national. Cette diaspora ne représente pas... La diaspora camerounaise en face demande effectivement un développement extrémiste à la solde du président de votre parti. Elle ne représente pas le Cameroun. Elle ne représente pas les millions de Camerounais qui sont à l'extérieur. Donc lorsque vous parlez avec beaucoup de mesures... Juste un mot. Est-ce qu'un fou qui dirait améliorer les conditions de X ou Y fait que ce discours n'est pas un droit de passage? Vous êtes obligé de voler au secours de votre allié. Ça n'a rien à voir. Monsieur Mandengue, vraiment surprenant. à l'entame de cette émission, vous avez donné une leçon que j'ai moi-même saluée. Vous avez demandé à ce que le respect soit le maître mot sur ce plateau. J'aimerais effectivement, à votre suite, exiger cette fois-ci que le respect soit le maître mot. On ne s'interrompt pas. Lorsque vous avez la parole, je n'aimerais pas que M. Diolako vous interrompe et faites pareil. Allez-y, M. Diolako. Merci, Madame Léla. Je pense que lorsque l'imbécilité a pris le combat... Non, pas d'insultes, messieurs. Pas d'insultes. Non, je voulais chuter. Monsieur Diolako, pas d'insultes. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Ne me faites pas regretter. Messieurs. Lorsqu'on n'a pas d'argument, je retire le mot. Voilà. Lorsqu'on n'a pas d'argument, je pense qu'on ne peut qu'interrompre les autres copanélistes. Vous avez demandé tantôt, est-ce que les manifestations d'ici répondent à ce qu'on demande en face? En face, est-ce qu'elles peuvent faire changer juste les choses? Parce que pour qu'elles puissent changer les choses, il n'y a même pas possibilité de changement.
Parce qu'en face, on demande l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. C'est ce que je disais tantôt. En face, on demande le développement des plateaux techniques sur le territoire camerounais, au point où les Camerounais ne peuvent plus dépenser autant d'argent pour aller à l'extérieur se faire soigner. Vous avez vu tantôt ici des anciens pontes du régime et même les pontes du régime actuel qui sont en cause à faire, se déplacer à des coûts de milliards pour aller se faire opérer, pour aller se faire soigner à l'étranger. Malheureusement, la diaspora leur dit non, ce n'est pas une bonne méthode, ce n'est pas de la bonne gouvernance. Développez plutôt les plateaux techniques chez vous et faites-vous soigner par vos propres médecins. Ça, c'est entre autres ce que la diaspora camerounaise demande. La diaspora camerounaise également demande l'arrêt de la guerre dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Posez-vous la question. Abiy Ahmed, en Égypte, mène également une guerre dans le Tigré. Au Nigeria, il y a également la guerre. Dans d'autres pays, il y a également les guerres. Mais pourquoi est-ce que ces présidents-là se déplacent de façon apaisée sans toutefois subir la foudre de leur diaspora? C'est la réelle question qu'il faut d'abord se poser. C'est justement parce que cette guerre-là, ou du moins cette crise, ces multiples crises qu'on constate dans leur territoire, ne sont pas dues à peut-être à une mauvaise gouvernance, ne sont pas dues peut-être à une maladresse d'un seul individu. Mais au Cameroun, on constate effectivement que ces différentes crises sociales sont dues également à un fait que, dû également au fait qu'il y a un seul individu qui tient tous les règnes de l'État, qui ne veut absolument rien écouter, qui n'a de compte à rendre à personne sauf à Dieu. C'est pourquoi on parle de dictature. Mais je pense que ces différentes manifestations ne peuvent pas faire à ce que les choses, les lignes bougent. C'est une réalité. Pourquoi? Au lieu de manifester, les autres panélistes l'ont dit, au lieu de manifester pour dire, voilà, ceux qui sont de l'autre côté sont des antipatriotes. Non. Manifester plutôt pour demander aux dirigeants de rendre compte des 180 milliards de francs CFA qui étaient des fonds destinés aux soins de santé. Manifester plutôt pour demander à ce que l'autoroute Douala-Yaoundé soit finalisée. Manifester plutôt pour demander à ce que les fonds détournés dans des projets structurants tels que le barrage, tels que les différents barrages, et de la canne, la fameuse canne qui a longtemps glissé, que ces fonds-là puissent être restitués dans le trésor public. Merci. Voilà les objets sur lesquels les vrais militants, les vrais Camerounais peuvent également manifester. D'autant plus que ceux de la diaspora l'ont fait. Pourquoi les militants du RDPC ne peuvent pas manifester pour demander à ce que leurs dirigeants leur rendent compte? Donc ce qu'ils font là, il s'agit de la fumisterie, il s'agit là du théâtre. Et absolument, c'est pour les... Mais là, je vais chuter. Donnez-moi juste 2 secondes. Et cette digression-là ne permet pas pourquoi. Parce que ces digressions sont en réalité le fait d'un certain individu au pouvoir qui manipule la base. Donc en réalité, ils le font pour leurs propres intérêts. Ils ne le font pas pour les intérêts des Camerounais. Parce que comme je disais tantôt, pour chuter définitivement par là, si on voudrait manifester pour le compte des Camerounais, en réalité, ils le font, on demande à ce que ce régime rende compte. On demande le code électoral consensuel. Et c'est ce que le MRC a longtemps fait depuis 2018. Gestion des fonds Covid. À la suite du rapport d'exécution publié par le ministère des Finances, le ministre de la Santé le conteste. 2 points sont relevés par le docteur Manaouda Malachi qui ne reconnaît pas les 45 milliards dont parle le ministère des Finances. On va commencer par vous, M. Kuete. Que pensez-vous des états d'exécution budgétaire des 180 milliards de francs CFA dédiés au Fonds spécial de solidarité nationale, publié par le ministère des Finances le 21 juillet? Oui, c'est vrai qu'avant que le ministre des Finances ne publie ce rapport, on avait déjà mis à l'index un certain nombre de manquements dans la gestion, n'est-ce pas, de ces fonds-là. Je me souviens encore que la première personne qui a pris officiellement la parole pour en parler, c'était l'honorable Benithieu. Il avait fait un rapport que j'avais lu et j'avais trouvé qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui nous fondaient à croire qu'il y a eu effectivement, qu'il faut creuser plus en profondeur pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Il me semble qu'à l'époque, si le ministre Manaouda Malachi, au lieu de se mettre sur une position défensive, avait exploité le rapport de l'honorable Benithieu, je crois qu'il aurait pu, il aurait pu éviter un certain nombre de choses. Parce que, je me souviens à l'époque, tout ce qu'il avait trouvé à dire, c'était qu'il avait reçu les félicitations du FMI. Et que le FMI était très content de la manière dont les choses avaient été gérées. Et que l'OMS également était content n'est-ce pas, de la manière dont le Cameroun avait géré la pandémie de Covid-19. Encore une fois, je dois le dire, il faudrait que les gens sachent que le Cameroun, certes, fait partie de la communauté internationale,
Mais le Cameroun n'attend pas que ce soit la communauté internationale qui mobilise un certain nombre d'éléments pour apprécier si oui ou non les choses sont bien faites. Autant nous disons à ceux qui pensent que la communauté internationale ne devrait jamais venir nous dicter la manière dont nous devons faire les choses chez nous, autant nous disons également à ceux de chez nous que ce n'est pas à la communauté internationale d'apprécier, de mettre le curseur ou alors de fixer le baromètre qui devrait nous permettre d'apprécier les choses chez nous. Et donc, dans ce rapport-là, vous allez vous rendre compte que ce soit dans le rapport, et là je dis également à M. Mandengue qu'effectivement, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas rendu officiel que ça n'existe pas. La Chambre des comptes a effectivement fait un rapport qui n'est pas encore rendu officiel, ça il faut le dire, qui n'est pas encore rendu officiel, mais qui existe bel et bien. Et donc j'ai pris connaissance moi aussi. Et donc pour des raisons d'agenda et, n'est-ce pas, de formalisme, on a estimé que ce n'était pas le moment de le rendre public. Parce que la personne qui a commandité le rapport devrait d'abord apporter un certain nombre d'appréciations avant qu'on ne le rende officiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et donc, j'ai dit, le ministre des Finances a repris un certain nombre, n'est-ce pas, de choses qui étaient, de manquements qui étaient déjà relevés par la Chambre des comptes. Je veux me dire qu'il a repris une bonne partie. C'est vrai qu'il a encore créé un autre problème en attribuant au ministre comment vous dites, au ministre de la Santé une somme de 10 milliards 400 millions que lui, il ne reconnaissait pas. Je veux dire, dans un pays, ça ne fait pas sérieux. Le ministre des Finances est par excellence et par définition celui qui tient la bourse. Et donc, c'est celui qui doit avoir tous les éléments, je dis bien en sa possession, parce que c'est lui qui paye. Et il paye sur la base d'un certain nombre d'éléments qui permet de payer. Il est la personne qui, à la fin, dit « je paye ». Les autres ne font que lui envoyer des factures, des notes, pour dire « voilà, je veux que ceci soit payé ». Et à la fin, c'est lui qui paye. Et pour qu'il paye, il paye sur la base d'un certain nombre d'éléments. Et donc, pour une comptabilité simple, il est la personne qui a tous les éléments comptables pour savoir qu'est-ce qui est allé où, qui a pris quoi. C'est-à-dire que c'est lui. Si aujourd'hui on doit demander l'argent du Trésor est géré comment, c'est à lui, monsieur le ministre, qu'on doit. Et donc s'il arrive à avoir ce décalage-là, ce gap de 10 milliards 400 millions entre son institution et un autre département ministériel, au point où ça fait l'objet de ping-pong, n'est-ce pas, épistolaire entre les deux chefs de département, ça nous inquiète un peu. Et donc, je pense tout simplement que c'est regrettable dans ce pays, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même un 10 milliards 400 millions qui se balade comme ça entre le ministère des Finances et le ministère de la Santé publique, sans qu'on ne sache très bien où c'est parti. Et j'ai dit, c'est regrettable. Ça ne devrait jamais arriver, surtout pas venant. La Chambre des comptes pouvait se permettre cela en disant tout simplement, nous n'avons pas réuni, nous n'avons pas vu les éléments qui justifient, n'est-ce pas, l'utilisation de ces 10 milliards-là. La Chambre des comptes peut se tromper. Un auditeur peut se tromper, ça peut arriver s'il n'a pas eu tous les éléments. Mais le ministre des Finances, qui est le comptable, qui est le financier de la République, le comptable de la République, ne devrait pas faire cette erreur-là. Monsieur Bama, comment est-ce que vous analysez l'échange épistolaire qui a suivi la publication de ce rapport, l'échange entre le MINTI et le MINSanté, ou le MINSanté et le MINTI, si vous préférez? C'est simplement de la diversion. C'est simplement de la diversion. On a parlé tout à l'heure de bonne gouvernance. Lors de la souscription à cette aide, il était question que chaque acteur, chaque pays communique des rapports trimestriels. Ces rapports n'ont pas été faits. Donc, au lieu de, dans un pays où il y a de la bonne gouvernance, dans un pays où on se soucie des solutions qu'on apporte au peuple, le premier élément, lorsque la Chambre des comptes a fait son rapport, c'est de dire « voici mon rapport, voici mon contre-rapport » qui statue de manière claire, avec des preuves, des évidences sur la gestion que j'ai eue des finances qui m'ont été attribuées. Dans un rapport, il y a le commerçant au marché Mokolo, il sait très bien qu'on dit vous avez des entrées et vous avez des dépenses et après vous avez le solde. Il nous aurait dit voilà le solde dans un rapport, voilà l'ensemble des dépenses qui ont été faites avec les ressources de l'État qui nous ont été attribuées. Parce qu'il faut aussi rappeler,
les Camerounais doivent comprendre que ce n'est pas un don que le FMI a fait au Cameroun, c'est un prêt. Toutes les ressources que nous recevons, ce ne sont pas des dons. Ce n'est pas votre père qui vous donne de l'argent, allez manger les beignets. Ce sont des ressources que nous, Camerounais, nous allons rembourser. Et j'ai été scandalisé lorsque j'ai lu qu'un ministre se félicitait d'avoir emprunté des eurobonds pour rembourser des eurobonds qu'ils n'ont pas pu exploiter. Donc on est dans un pays où quelqu'un reçoit des ressources, il n'est pas capable d'expliquer, de fournir un rapport qui explique comment il a géré les ressources, qui met ce rapport à la disposition du public pour qu'on puisse corroborer l'ensemble des éléments qu'il a fournis avec le rapport du ministère de la Chambre des comptes. Ça aurait été la manière la plus simple de dissiper cette mésentente. Maintenant, puisqu'on est dans un pays où il n'y a pas de gouvernance, où chacun fait comme il veut, vous avez donc un ministre de la Santé qui va faire un courrier, les éléments lexiques de ce courrier ne se prêtent pas dans un pays démocratique. Et il se permet de faire ce genre de courrier à son homologue, alors que tout simplement, en tant que ministre, on aurait organisé une réunion où j'ai mon rapport, vous avez votre rapport et on confronte. Et à l'issue de cette réunion, on ferait un rapport au public faisant l'état des constats définitifs que le ministère des Finances et le ministère de la Santé auront fait de ce qui a été produit. Monsieur Mandengue, le ministre Santé, dans une correspondance datée du 27 juillet, recuse deux choses contenues dans le rapport du ministère des Finances. D'abord, le montant des avances de trésorerie consenties à son profit et la non-production des pièces justificatives pour la régularisation des dépenses réalisées avec ces avances de trésorerie. Comment est-ce que vous analysez le fait que ces deux ministres n'arrivent pas à se mettre d'accord, n'arrivent pas à s'accorder? Ce que je voudrais dire d'entrée de jeu sur cette question, j'ai ici avec moi quelques chapitres du décret qui institue le fonds de répartition, le fonds d'aide pour le Covid. Et dans son article 5, il dit ceci, Madame Léla, les chefs des départements ministériels concernés bénéficiaires des dotations visées à l'article 4 ci-dessus et responsables de leur gestion produisent chaque trimestre un rapport d'activité qu'ils transmettent au ministre des Finances pour consolidation. Plus loin, on nous dit le MINFI, hormis le rapport d'activité consolidé trimestriel, produit et publie un rapport semestriel sur les dépenses liées à la lutte contre le Covid, 30 jours suivant la fin de chaque semestre. Et plus loin, on nous dit la Chambre des comptes assure un audit indépendant sur l'utilisation des ressources du fonds dont les résultats sont présentés au Parlement. Quand je finis de lire ceci, c'est juste pour dire à M. Kouyaté qu'il ne s'est jamais agi que c'est par rapport à un certain honorable Ninche qu'un mécanisme d'autocontrôle se serait mis en place. Le décret qui met en place le fonds Covid avait déjà lui-même intégré les mécanismes d'autocontrôle. Ça, c'est d'un. De deux, Madame Léla, le rapport du ministre des Finances est conforme au décret du 22 juillet 2020 du Premier ministre. C'est un rapport de consolidation budgétaire classique. Et comme vous le savez très bien, dans ce type de cas, il est question pour le ministre des Finances, après un an, de nous produire sur la base de ces services logés dans l'ensemble des départements ministériels, je parle bien évidemment des contrôles financiers, des PRI spécialisés, de tout ce qui a pu être fait sur cette période. Dans le cas d'espèce, nous parlons bien de l'apurement des gestions de faits du ministère de la Santé, c'est-à-dire que de la vérification des pièces justificatives qui proviennent du ministère de la Santé et de ses services au sein de la direction générale du budget. Il est donc normal que dans un premier temps, qu'on ait des chiffres qui ne concordent pas. Maintenant, à chaque procédure correspond une liasse de pièces justificatives. Il vous semble, ce n'est pas moi qui vous l'indique, M. Kouyaté, que le ministère dit d'ailleurs avoir déposé. Mais voilà, que le ministère de la Santé, ne comprend pas dans le cas d'espèce, il a utilisé trois procédures. Vous avez la procédure
classique des marchés spéciaux, vous avez la procédure par billetage et vous avez la procédure par régime d'avance. Donc, il est donc normal que, jusqu'à ce qu'il ait produit l'ensemble des pièces justificatives relatives à toutes ces procédures... Le MinSanté dit avoir produit ces pièces. Donc, le cas d'espèce, c'est qu'il y a... Et en fait, ce que dit le MinSanté, c'est qu'il ne... Non, allez-y. Ce que dit le MinSanté, c'est qu'il ne comprend pas que le MINFI lui demande des pièces qu'il a pourtant produites. Et il ne comprend pas également pourquoi est-ce que le MINFI parle de 45 milliards alors que lui, il dit n'avoir reçu que 34 milliards. C'est pourquoi je disais, après consolidation de l'ensemble des pièces justificatives, on pourra voir la concordance ou pas des chiffres qui sont. Maintenant, ce qui est là et ce qui est réel, c'est qu'il appartient à ces deux ministres de pouvoir justifier et expliquer ces écarts. Je voudrais vous dire ici que pour cette question que vous avez inscrite à cette thématique, le RDPC, globalement, lui, n'a pas vocation à jouer des avocats pour des ministres. Vous savez très bien que ces départements ministériels ont des services compétents qui s'occupent de leur communication et de leur coordination. Ce que je voudrais indiquer à titre illustratif pour le RDPC, c'est que nous suivons avec beaucoup d'attention cette actualité et nous appelons bien évidemment l'ensemble de ces responsables incriminés dans ce jeu épistolaire de pouvoir, dans un délai court, de ramener les éléments qui permettent à ce que nous puissions savoir exactement ce qu'il y a eu dans les chiffres. Mais je peux le dire sous la coupole ici d'un économiste que ce type d'écart, jusqu'à ce qu'il y ait consolidation d'un ensemble de pièces justificatives, se retrouve souvent. Donc maintenant, à ces deux-là, de pouvoir, le cas échéant, faire leur toilette et de savoir ce qui a bien pu se passer. Mais ça n'enlève pas une chose, contrairement à ce qui a pu être dit ici, la volonté de la moralisation de la vie publique. Ça, c'est ce qu'on appelle un exemple de transparence. Et je voudrais qu'à partir de cet exemple, les partis politiques puissent s'en inspirer et savoir que lorsque vous gérez quelque chose, vous devez être transparent. Il vous souvient, et vous nous avez invité ici dans le cadre de vos émissions, que ce soit vous, M. Dipita, où il y a un parti qui est sorti du cadre, qui a lancé un appel à financement et que cet appel à financement est devenu un serpent de mer qui jusqu'aujourd'hui a connu une opacité sans pareil. Je vais bien évidemment parler de la plus grande opération entre guillemets de fémania et d'escroquerie que nous avons connue au Cameroun, que les internautes ont appelé survival. Donc, comme je vous l'indiquais, le RDPC suit avec beaucoup d'appoint cette actualité. Je pense que nous, au RDPC, nous n'avons pas qualité. La communication du comité central n'a pas qualité à se substituer au ministre. Et le siège de l'action gouvernementale se trouve au Premier ministère. Et il ne vous a pas échappé que le Premier ministère a eu un conseil de cabinet cette semaine et sûrement que la question a été mise sur la table. Maintenant, je vais vous faire une petite amitié. Maintenant, si vous n'avez pas des références, soit téléphoniques ou quoi, d'un ensemble de responsables de ces ministères, le RDPC se tient à votre disposition pour que vous continuiez les enquêtes, parce que je vous connais aussi. Monsieur Bandengue, permettez que je vous taquine. Je vous avais dit tout à l'heure que le RDPC n'est pas l'avocat des ministres et que vous n'avez pas vocation. Vous avez totalement raison. Nous n'avons pas nous substituer au ministre. Et vous avez totalement raison, mais par contre, si on parle d'une route qui a été bien construite, le RDPC peut s'en vanter pour dire que voilà, le ministre, il a très bien fait son travail, le ministre nommé par Paul Biya, mais lorsqu'il faut défendre, c'était juste pour vous taquiner. Alors, oui, rapidement avant M. Diolago. Je demande à M. Diolago, pardon. Je voudrais juste dire que M. Bandengue, ne soyez pas frileux lorsqu'on parle, par exemple, de certaines actions menées par des personnes qui ne sont pas du RDPC ou qui appartiennent à des partis politiques. J'ai vu comment vous avez essayé de battre en brèche, n'est-ce pas, le travail qui a été fait par l'honorable Nietzsche, alors encore qu'il est dans son rôle, c'est-à-dire de député. Quand je dis qu'il fallait exploiter, le gouvernement exploite également, n'est-ce pas, les actions qui sont menées par les partis d'opposition. Je veux dire, s'il avait exploité le document de M. Nietzsche à temps, ça aurait attiré son attention. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que toutes les choses qui ont été faites, si jamais c'est établi, ça n'a pas bénéficié directement à M. Manaouda Malachi. Les gens ont fait les choses dans son dos. Lorsqu'on dit, par exemple,
dans le rapport que j'ai lu, il y a par exemple un de ses directeurs qui a réussi à mettre 10 sociétés en place pour gagner des marchés de 7 milliards. Je n'ai pas l'impression que cet argent rentre dans les poches de M. Manaouda Malachi, mais sauf que ça se passe dans son département. Et donc, quand je dis exploiter le travail qui a été fait par l'honorable Nidjeu, c'est tout simplement dire que s'il avait lu, il aurait compris peut-être que dans son dos, il y a peut-être des gens qui font des choses avec légèreté et que il aurait compris la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi, n'est-ce pas, de la gestion des fonds. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'on ne peut pas mettre en place un fonds de financement sans encadrer cela d'un certain nombre de mécanismes de suivi. Mais maintenant, le problème, c'est que vous aurez toujours des petits malins qui vont contourner les mécanismes de suivi et de contrôle. Par exemple, comme le directeur qui a réussi extraordinairement à créer une dizaine de sociétés avec, n'est-ce pas, des noms écrans et qui bénéficiaient des marchés. Si vous avez, n'est-ce pas, si vous renforcez les mécanismes de contrôle, vous allez facilement le savoir. Vous, le ministre, vous direz par exemple que pour que j'attribue un marché à quelqu'un, il faut qu'il me donne, n'est-ce pas, par exemple, une DSF de 3 ans. Par exemple, ça va me permettre de savoir si cette entreprise existe depuis 3 ans. Et si effectivement, dans sa DSF, c'est son activité principale. Vous avez des sociétés qui faisaient autrefois dans la maçonnerie, qui se sont, n'est-ce pas, avec une trajectoire, on n'a pas trop compris comment, retrouvées dans, n'est-ce pas, le médical. C'est autant de choses que nous disons. Et puis, pour finir, et très honnêtement, effectivement, c'est un manque de rigueur, je dois le dire, et je parle d'autorité, de la part du ministre, de sortir ce courrier-là sans avoir préalablement passé au crible de l'analyse et de la vérification un certain nombre de données pour qu'on se retrouve au ping-pong. C'est un manque de rigueur. Que cache selon vous, Monsieur Djolako, cette querelle gouvernementale? Exactement, il s'agit là d'une digression qui voudrait à tout prix masquer le vol des premiers 180 milliards que nous avions constatés. Il faut le dire. Parce que en réalité, pour que nos téléspectateurs nous comprennent, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre des Finances demande au ministre de la Santé, réclame des pièces qui justifient les dépenses d'environ 10 milliards. En retour, le ministre de la Santé lui répond que voilà, je vous ai donné les pièces qui justifient les faits. Et d'abord, il nie les faits, il est dans le négationnisme, et ensuite, il dit, je vous ai donné suffisamment d'éléments pour justifier mes dépenses. Voilà réellement le problème qui se posait. Maintenant, là, vous avez la chance de m'avoir sur ce plateau, je suis logicien déclarant en douane. Je suis de base, je suis de formation financière à la base. Ça veut dire que j'ai quand même une petite notion dans la gestion des finances interministérielles. Qu'est-ce qui devrait normalement se passer? Edmond Kouyaté a dit tout à l'heure qu'en réalité, le ministre des Finances, lorsqu'il produit un rapport, puisque c'est lui le banquier de l'État, c'est lui qui détient les finances publiques, lorsqu'il produit un rapport, lorsqu'il émet un avis, cet avis est irrévocable. Il faut d'abord le dire. Il faut le dire. C'est-à-dire quand il dit, j'ai donné telle somme à tel ministère, aujourd'hui je n'ai pas les justifications des dépenses, il faut prendre ça particulièrement au sérieux. Ce que le régime est en train de faire, moi je vous fais une analyse technique. Ce qu'ils sont en train de vouloir faire, de créer une affaire dans l'affaire, dans le but de faire oublier l'affaire principale. C'est-à-dire, ils sont en train de créer une affaire dans les 180 milliards, dans le but de faire oublier l'affaire des 180 milliards. Leur objectif, c'est quoi? Une fois que l'affaire est déjà créée, c'est soit de détourner l'opinion publique sur la réalité, ou alors de créer un flou de telle manière que plus personne ne comprend rien et que l'affaire des 180 milliards finisse comme ça dans les oubliettes. Ça, c'est réellement ce qu'il voudrait appliquer qu'on applique. Maintenant, j'avance. Lorsque mon frère Edmond Kouyaté disait tantôt que le rapport n'est pas encore sorti de la Chambre des comptes, non, je pense que c'est le rapport définitif qui n'est pas encore sorti. Mais le rapport d'étape était déjà là. Et ce rapport, conformément, je dis ceci. Je ne peux pas vous laisser continuer à dire ce genre de choses. Le rapport de la Chambre des comptes n'est pas officiel. Je croyais, Monsieur Mandengue. Suite de documents confidentiels, vous ne pouvez pas prendre cela et l'utiliser comme des planches de travaux. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de rapport de Chambre des comptes officiel au Cameroun. Oui. Donc cessez de partir de cet exemple pour pouvoir démontrer quoi que ce soit. Parce que cet exemple est faux. Je tiens à préciser cela. Il n'y a pas de rapport de Chambre des comptes.
Ce sont des observations préliminaires qui ont fuité, qui ne peuvent pas être utilisées. Vous ne pouvez pas utiliser ces observations préliminaires, ni ces notes de synthèse. Parce qu'il y a le principe du contradictoire. Il y a des auditions qui se suivent. Monsieur Djolako, vous ne pouvez pas vous substituer à la justice et prendre des positions. Un peu de sérieux. J'étais en train de dire, avant que celui... Je pense qu'on était d'accord sur un principe, monsieur. Nous sommes d'accord. Non, je veux dire que je pense qu'on était mais ne laissez pas dire des choses qui n'existent pas. Si vous ne le dites pas, il donne l'impression à l'opinion publique qu'il y a quelque chose qui est dehors et qui est exploitable. Vous ne devez même pas lui laisser continuer à développer ce genre de choses. Il n'existe pas de rapport de la Chambre des comptes. Vous ne pouvez pas laisser ça passer sur votre plateau. Il peut dire autre chose, il peut faire son populisme, je ne vais pas le couper, mais là, il s'agit d'un fait. Il ne s'agit pas de la sorcellerie ou d'une prédiction. Monsieur Mandégué, je crois que je suis encore la seule à avoir vocation à vous couper, vous tous que j'ai invités sur ce plateau. Et je pense qu'on s'est mis d'accord sur un principe, ne pas s'interrompre pendant que quelqu'un a la parole. Jusqu'ici, les uns et les autres ont respecté le principe. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous également, que vous le respectiez. Je vous en prie. Vous poursuivez, monsieur Djolako. J'étais en train de dire ceci. Il y a un rapport d'étape qui existe. Et conformément à la loi, le secrétaire général de l'Assemblée nationale avait inscrit ce point à l'ordre du jour. Malheureusement, l'exécutif, qui a l'art d'empiéter sur le judiciaire, sur le législatif, a intimé l'ordre de retirer le rapport. C'était à Mondo Vision, vous l'avez vu. Et pourtant, la loi l'oblige à le faire. Maintenant, c'était pour balayer le point sur le rapport. Le rapport, en conclusion donc, le rapport d'étape existe. Le rapport final n'est pas encore à la disposition de monsieur tout le monde. Mais ce qu'il faut dire sur ce point... Est-ce qu'il est destiné, est-ce que le rapport est censé être destiné à monsieur tout le monde? Je crois que... Madame Léla, les textes qui créent la Chambre des comptes disent ceci. Le rapport de la Chambre des comptes est destiné au président du Sénat, au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Voilà des personnalités qui doivent recevoir le rapport de la Chambre des comptes. Cependant, vous, sauf si vous refusez que vous avez l'habitude de faire des investigations, tous les sujets qu'on épilogue sur ce plateau, du moins les sujets que vous mettez sur le plateau, vous n'avez pas tous les éléments, mais vous avez quand même le minimum pour orienter le débat. Pour dire quoi? Je dis que principalement, le rapport n'est pas destiné au grand public. Le rapport n'est pas destiné au grand public de façon directe. Mais de façon indirecte, ce rapport est destiné au grand public. Pourquoi? Parce que ce rapport doit être présenté à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, ceux qui sont là-bas représentent le grand public. Ce sont des personnes qui ont été élues à un suffrage universel direct. Ils n'ont pas été élus comme les autres sénateurs. Revenons à la querelle gouvernementale pour sortir. C'est pour dire qu'en réalité, le régime est dans ce qu'on j'ai appelé tout à l'heure la digression et la diversion. Ils ont voulu créer une affaire dans les 180 milliards à telle enseigne que soit plus personne ne comprend plus rien, soit on oublie les 180 milliards. Mais malheureusement, ils se retrouvent devant un fait accompli, qui est le fait de 10 milliards détournés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être clair dans cette affaire. Le détournement continue. Et ce qui favorise le détournement, je pense que vous avez laissé environ 15 minutes aux gens, ce qui favorise le détournement, c'est quoi? C'est l'impunité. Vous allez vous rendre compte que malgré les gendarmes financiers que nous avions mis sur pied, du moins ce que l'État camerounais a mis sur pied, il n'y a absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est l'exécutif. Rappelez-vous du rapport de la CONAC. Rappelez-vous du rapport de la CONAC. C'était en 2017 où le patron de la CONAC avait mis un rapport sur pied. Sauf qu'au moment où il a fallu qu'il publie, le même exécutif est venu lui intimer l'ordre d'enlever le nom de certaines personnes. Merci, monsieur Djolako. Donc vous allez beau mettre tout. Si monsieur Katé, qu'est-ce qu'il faut dire du silence du coordonnateur de l'action gouvernementale, qui est également le coordonnateur de la riposte contre la Covid? Vous savez qu'il lui-même, il a été mis à l'index dans ce... Vous parlez du Premier ministre. Vous savez qu'il a été mis à l'index et il faut aussi comprendre qu'à un certain moment, il a été un peu fragilisé à partir du moment où on avait décidé, lorsque les premiers constats de légèreté ont été relevés, on a décidé de déplacer, n'est-ce pas, la coordination de cette action-là pour amener au secrétariat de la présidence. Donc il a été un peu fragilisé lui aussi et je crois que c'est à partir de là qu'il a décidé de se mettre aussi un peu sur la défensive parce que dans le rapport, malheureusement, qui a fuité, il était également mis à l'index dans un certain nombre de légèretés. Son directeur de cabinet, même si ce n'était pas directement lui, son directeur de cabinet aurait fait de l'entre-gens pour que
un proche, une personne proche, soit attributaire d'un marché et que cela soit même payé à l'avance. Il a dû mettre la pression et sur le ministre de la Santé pour attribuer le marché et sur le ministre des Finances pour que cela soit payé. Et donc je crois que c'est un ensemble de choses qui ont participé, qui ont contribué à fragiliser le Premier ministre parce que là, indirectement, on accusait le Premier ministre de délit d'initié et de prise illégale d'intérêt. Vous comprenez que des choses comme ça, ça ne peut que le fragiliser. Donc c'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il est un peu trop en retrait. Quand on sait, Valérie Mandengue, que le rapport d'étape de la Chambre des comptes qui a fuité avait déjà suscité une vague polémique, une grosse polémique dans l'opinion, cette passe d'âme est-elle de nature à rassurer cette même opinion publique? Écoutez, je l'ai indiqué d'entrée de jeu lorsque vous avez posé la question sur la table. Elle traduit, quoi qu'on puisse dire, un certain malaise parce que tout ce qui fonde en réalité un gouvernement, c'est sa cohésion, c'est sa solidarité. Et lorsque vous avez ce type de sortie, elle vous indique très bien qu'il y a un certain nombre de distorsions qui peuvent être ci et là. Mais moi, je continue à dire que, comme nous ne pouvons pas nous substituer à ces ministres, que nous suivons avec beaucoup d'attention cette actualité. Nous demandons aux concernés, dans un laps de temps vraiment possible, de pouvoir mettre à l'ensemble des Camerounais, à l'ensemble des citoyens, et aussi vous, les hommes de médias, de pouvoir nous aider à investiguer sur la question. Mais je ne doute pas un seul instant qu'après cette, entre guillemets, cette passe d'armes épistolaire, que les services compétents du ministère des Finances et ceux du ministère de la Santé pourront avoir une base de travail qui les permettra de pouvoir faire concorder les chiffres entre les sommes qui ont été déposées au ministère de la Santé dans le cadre de la riposte et ceux effectivement utilisés par le ministère de la Santé. Donc il s'agit ici en réalité de faire un jeu de concordance des chiffres. Donc pour moi, il n'y a pas... C'est vrai que lorsque ces documents confidentiels avaient fuité, les médias se sont emballés, d'aucuns ont parlé même de Covid-Gate, avant que la note de synthèse apparaisse et qu'elle démontre à certains qu'à travers le principe du contradictoire, je suis d'accord avec M. Kouyaté. J'ai été parmi ceux-là qui ont vu des Camerounais qui exerçaient dans la communication comme activité principale se retrouver en train de livrer du matériel médical. Donc on attend tous, nous avons tous soif d'attendre parce que la première personne au-delà de l'encadrement juridique et de contrôle des fonds Covid, la première personne qui a demandé à voir clair dans cette histoire, c'est le président de la République. Donc cela traduit la volonté manifeste et sans équivoque de ce dernier à pouvoir non seulement faire la lumière sur ce qui a été fait et aussi, le cas échéant, est frappé. Mais cela, même si on épilogue sur cela, cela ne va pas enlever que les plus grandes organisations ont félicité le Cameroun dans le cadre de sa riposte. Ça n'enlève à rien le travail qui a été fait parce que nous n'avons pas vu un Camerounais qui est mort parce que l'État ne pouvait pas l'accompagner. C'est vrai que certains ont créé la nécessité qui faisait loi et qui pouvait créer autre chose, mais il n'y a pas de Camerounais qui soit tombé sur le territoire parce que l'État ne l'avait pas accompagné. L'idée d'une séance de travail entre les deux ministères a été proposée. Quels sont selon vous les enjeux de cette séance? Écoutez, je vais d'abord revenir sur un ensemble de choses. Premièrement, c'est quand même dangereux que sur un plateau, on dise que le rapport, que c'est normal de trouver des écarts dans le rapport du ministère des Finances. C'est extrêmement dangereux. Parce qu'en ce moment-là, dans ce qu'on appelle le contrôle de gestion, qui est l'étape intermédiaire, ne sert à rien. Parce que le contrôle de gestion permet justement que lorsqu'on a fini de faire l'audit, d'accord, on a fini de faire l'audit, on a constaté un ensemble de faits que les concernés puissent dire voici les pièces et puis on compare. On se rassure que le rapport qui est produit par le ministre des Finances est un rapport définitif, est un rapport qui donne l'état des choses, l'état de la chose financière dans notre pays. Si même le ministre n'est pas capable de nous dire que les 180 milliards que nous avons reçus, voici l'usage que nous en avons fait, c'est extrêmement grave. Et qu'on dise que c'est normal de trouver un écart
dans le rapport du ministre des Finances, c'est deux choses. Soit il est incompétent, d'accord, soit la procédure n'a pas été suivie. Et les deux choses sont extrêmement graves. D'accord? Donc maintenant, pour revenir à la question, les enjeux derrière la séance de travail. Premièrement, entre les deux ministères. Déjà, il faut dire que cette séance-là ne devrait pas, dans une situation normale, ne devrait pas avoir lieu. Mais puisqu'on y est obligé, on est obligé d'avoir cette séance-là. Les enjeux seraient simplement celles de la transparence. La transparence de comment est-ce que les choses ont été gérées. Et autre chose, c'est ce qui sera attendu, ce n'est pas simplement la rencontre Minefi et ministère Santé, mais Minefi, Santé et tous les autres acteurs qui ont été indexés pour que le rapport qui sorte de cette concertation-là donne en réalité l'état des lieux pour que le Camerounais lambda, et encore une fois de plus, le Camerounais a le droit de savoir comment les ressources de son pays sont gérées. Ça, c'est le principe de la démocratie. Il a le droit de savoir. D'accord? Donc, au sortir de ces différentes concertations-là, le ministère des Finances, encore que le ministère des Finances est également impliqué dans cette gestion, le premier ministère, malgré qu'il a été écarté, devrait produire un rapport de synthèse disant, voilà les écarts qui avaient été constatés, voici, à la sortie des concertations interministérielles que j'ai organisées, parce que c'est lui, Premier ministre, qui devrait organiser cela, ce sont ces ministres, voici le rapport qui sort de là. Il y avait X, Y écart, et donc nous avons établi que il y a eu légèreté dans X ou Y zone, et telle ou Y chose n'a pas été relevée. Deuxième chose, je termine, il ne s'agit pas simplement du détournement, parce que le détournement est la partie visible, mais il y a ce qu'on appelle les fautes de gestion. Les fautes de gestion qui sont souvent très graves, parce que, comme les différents compagnies l'ont indiqué, vous avez des personnes qui ont pris des ressources pour gérer X choses et qui en ont géré autre chose. Vous avez des personnes qui n'avaient pas vocation à fournir un service et à qui on a donné la possibilité d'avoir ce marché-là. Donc, au-delà de combien a été détourné, la question, c'est de la gestion. Comment ça a été géré et puis comment est-ce qu'on met en place les garde-fous, les barrières pour que cela ne se repose plus. Malheureusement, pour chuter, on sait au Cameroun que ce n'est pas le premier fait de détournement. Ce n'est pas les premiers prêts qui ont été attribués au Cameroun qu'on n'a pas été en mesure de justifier. Et donc, la réalité est que ce gouvernement, malgré ce que veut faire entendre les gars du RDPC, ne veut pas mettre en place les règles de gestion transparente. La première règle de gestion transparente pour les fonds Covid était de dire on fait un rapport trimestriel. La première question c'est est-ce que les rapports trimestriels ont été produits? La deuxième question en termes de transparence, c'est le ministre des Finances qui aujourd'hui fait un rapport final. Est-ce qu'il a fait les rapports semestriels? C'est ça les règles de transparence qui n'ont pas été respectées et à la fin, on se retrouve dans un ping-pong qui n'a pas avoir lieu. Merci, monsieur Bama. Encore que les conclusions des enquêteurs du TCS nous permettront d'affirmer si oui ou non, effectivement, enfin, à partir de ces conclusions, si oui ou non, il y a eu détournement. Après plusieurs mois d'accalmie, Boko Haram frappe de nouveau. En fin de semaine dernière et au début de cette semaine, l'armée camerounaise a subi 2 attaques meurtrières, perdant ainsi au moins 10 hommes. Dans quel registre est-ce qu'il faut classer ces dernières attaques de Boko Haram, monsieur Mandengue? Réorganisation du mouvement après plusieurs mois d'accalmie? Écoutez, permettez-moi d'abord d'entrer de jeu sur cette question, d'avoir une mémoire pour ces Camerounais qui ont perdu la vie dans cette attaque. Parce que le Cameroun, notre pays,
depuis déjà plusieurs années, subit de plein fouet la barbarie d'un certain nombre d'organisations terroristes. C'est vrai que vous avez inscrit Boko Haram dans la thématique de ce jour, mais je ne pourrais pas parler de Boko Haram sans parler de l'Amazonie. La semaine dernière, on a parlé de la crise sécuritaire dans le nord de le sud-est. Voilà, puisque les deux sont liés par les mêmes actes, par les mêmes stratégies et par les mêmes mouvements. Et il était donc question pour le gouvernement de la République, à travers le chef de l'État, d'envoyer un message de réconfort, d'envoyer un message de soutien et de réarmement moral à l'ensemble de ces hommes et de femmes qui perdent leur vie dans cette lutte fratricide. Ce que je voudrais dire, c'est que nous savons très bien que depuis la disparition de M. Shekau, Boko Haram a subi un certain nombre de mutations. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui suivent l'actualité terroriste dans le bassin du lac Tchad ou dans le bassin du Niger, savent très bien que nous sommes passés de Boko Haram classique à la formation de l'État islamique qui a déjà pris corps dans cette zone. Et ceci aussi est facilité de l'autre côté par un allié historique contre le terrorisme au Cameroun, c'est-à-dire le Tchad qui se retrouve aujourd'hui un peu affaibli. Donc cette réalité géostratégique fait que nous avons subi déjà ces attaques, mais il y a un besoin aujourd'hui de réorienter toute la stratégie militaire, toute la stratégie de riposte et toute la stratégie de diplomatie inter-État, c'est-à-dire que ce soit avec le Nigeria, que ce soit avec le Tchad, notamment dans le droit de poursuite, puisque vous savez très bien que les bases de ces attaques sont hors frontières camerounaises. Et le grand califat que veut mettre en place l'État islamique, bien évidemment, jonche les régions du Tchad, du Nigeria et du Cameroun. Donc le ministre de la Défense, comme vous le savez, a séjourné durant cette semaine à l'extrême nord après être passé par l'ouest pour apporter ce message de soutien. Il a tenu des réunions de haute sécurité avec l'ensemble du dispositif sécuritaire pour avoir la réponse adéquate. Mais ce qui est clair, c'est que le Cameroun ne se laissera pas faire dans cette guerre. Et aujourd'hui, avec l'expertise militaire qui est la nôtre, aujourd'hui avec les faits d'armes qui sont les nôtres, je pense que plus que jamais, au-delà des messages de démobilisation, de démoralisation, parce qu'il est extraordinaire, lorsqu'un pays comme la France est frappé, vous voyez tout le corpus médiatique, tout le corpus politique, tout le corpus des ONG et de la société civile se mettre main dans la main pour dire non au terrorisme. Et il n'y a qu'au Cameroun une curiosité planétaire où lorsque l'État est attaqué dans sa souveraineté, dans son intégrité territoriale, vous allez retrouver des personnes qui vont apporter les plateaux de télévision pour expliquer que effectivement il faut démobiliser, démoraliser nos troupes. Heureusement, vous l'avez suivi dans l'extrait fait au niveau de la télévision nationale. Il y a un soldat qui était sur le lit et il a dit « Dès que je me remets sur pied, si je dois repartir au front, je repartirai au front ». Et ça démontre exactement le niveau psychologique de cette armée aujourd'hui. Monsieur Dioulakosu, la même question. Est-ce qu'il ne faut pas redouter que la secte ait repris du poil de la bête? Non, je pense que jusqu'à l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont fait un bon boulot. Et qu'aujourd'hui, il n'y a même plus trop question de leur déployer ou alors de leur réarmer moralement ou quoi que ce soit. Ils font du bon travail du côté de l'extrême nord. Mais ce que nous devons encore ici marteler, c'est qu'au-delà du combat physique, au-delà de la guerre classique, il va falloir que nous voyons dans quelle mesure est-ce que ces gens ne pourraient plus recruter, du moins non seulement au Nigeria, mais aussi au Cameroun. Parce qu'il faut bien mener la guerre physique, il faut bien mener la guerre classique avec les armes, mais aussi il y a une guerre immatérielle qu'il faut aussi mener. La guerre immatérielle, selon moi, c'est quoi? Ce qu'on doit voir dans quelle mesure mettre les politiques sociales, les politiques économiques dans la zone où la guerre a longtemps sévi, particulièrement au Cameroun, pour que les jeunes ne soient plus sujets à de tels recrutements. Parce que le réel problème, c'est que si vous parvenez à combattre physiquement l'ennemi et qu'il surfe encore sur certains éléments, sur certaines bases que vous n'avez pas pu relever à votre niveau, l'ennemi viendra toujours recruter dans votre territoire. Donc ce que je veux dire ainsi, c'est qu'il ne faut pas vraiment trop tirer de long en large ce sujet, mais il faut d'abord féliciter les forces de l'ordre et demander au gouvernement camerounais d'améliorer les conditions de vie des populations dans cette zone-là. Mettre sur pied des programmes économiques et sociaux de telle manière
que des personnes ne puissent plus être recrutées par Boko Haram. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour accompagner notamment le combat physique qu'ils mènent et que nous gagnons d'ailleurs. Monsieur Bama, avec vous, on analyse la capacité de résilience de Boko Haram. Écoutez, le principe des mouvements terroristes, c'est que justement, c'est pas une guerre classique où vous avez une armée, un front entre les deux armées. Et dans le cas de Boko Haram, sa capacité de résilience justement réside dans sa capacité de recrutement, dans sa capacité de pouvoir recruter de nouvelles personnes, de pouvoir former de nouvelles personnes qui vont mener des attaques dans les régions qui sont leurs cibles. Malheureusement, on a également vu dans ces dernières années, après la déstabilisation de la Libye, un afflux d'armes qui sont entrées dans cette zone-là, qui ont aussi permis à ce genre de mouvement-là de pouvoir s'équiper et de pouvoir mener leurs assauts. Aujourd'hui, la solution, elle n'est pas seulement camerounaise. La solution, elle est sous-régionale. Elle concerne le Cameroun, mais elle concerne également le Nigeria et le Tchad. Parce que comme le copanoliste l'a dit, l'élément fondamental, l'élément sur lequel les groupes terroristes surfent, c'est un, la peur, et deux, c'est la pauvreté. Le fait que aujourd'hui, malheureusement, dans cette partie, que ce soit au Tchad, au Nigeria ou au Cameroun, la zone sur laquelle Boko Haram sévit sont les zones qui sont particulièrement pauvres, où les jeunes, malheureusement, sont en chômage et ne voient pas un avenir. Et c'est ça que nous disons, nous devons donner à nos jeunes un avenir pour qu'ils ne voient pas en ce type de mouvement qui vient leur offrir 100 000 francs qu'ils n'ont jamais vu, comme le sauveur de toute une région. Donc, on a besoin aujourd'hui de donner à nos jeunes un avenir et ça passe par une politique réelle de développement, une politique d'institutionnalisation de ces zones-là, parce que malheureusement encore, dans certaines de ces zones-là, il faut le dire, avant Boko Haram, il y a des zones où le drapeau camerounais n'avait jamais flotté. Donc, il faut institutionnaliser ces zones-là, fortement institutionnaliser ces zones-là, pour que le jeune ne puisse plus voir en ces mouvements-là une porte de sortie pour leur situation. C'est la même question, la capacité de résilience de Boko Haram est manquée. Déjà, je me félicite d'une chose au moins, de voir qu'il y a un point de convergence entre les différents acteurs politiques. Oui, je suis content au moins de savoir que on passe outre les chapelles politiques pour reconnaître le travail formidable, le travail sacrificiel. Oui, sacrificiel qu'il faut le dire, parce que Boko Haram, la menace Boko Haram, l'armée camerounaise se bat tant bien que mal, ça fait bientôt 10 ans, n'est-ce pas? C'est une histoire qui est aussi vieille déjà, pour essayer de contenir cette menace-là. Et donc, il est tout à fait loisible, n'est-ce pas, que tout Camerounais pris de paix et de sécurité reconnaisse cet effort-là qui est celui de l'armée camerounaise. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut mener sur le Boko Haram, il faut mener une analyse un peu géostratégique. Et pour mener cette analyse géostratégique, il faut comprendre ce qu'est devenu le terrorisme aujourd'hui, même pour les grandes puissances. Parce que le terrorisme est devenu, malheureusement, un outil de vassalisation des États faibles. C'est-à-dire qu'on utilise ça pour essayer de soumettre, d'obtenir ce qu'on ne peut pas obtenir, n'est-ce pas, normalement auprès. Si vous voyez par exemple la manière dont en Sardine, MNLA et tous les autres CSA ont été utilisés au Nord Mali, au Niger par exemple, si vous allez comprendre comment on arrive avec une facilité déconcertante à contrôler des zones uranifères, des zones pétrolifères, des zones qui regorgent de beaucoup de gisements de minerais et autres, et même au Congo, vous allez vous demander pourquoi est-ce que la RDC n'a jamais été
qui est un scandale géologique, n'a jamais été un pays stable. Et vous allez comprendre que derrière, il y a des grandes puissances qui utilisent le coltan, qui exploitent le coltan, qui, n'est-ce pas, ainsi de suite, le cuivre et autres. Donc, c'est comme ça qu'il faut analyser ça aujourd'hui. Par rapport, justement, aux récentes attaques, nous avons essayé de faire un recoupage dessus et nous avons compris que Boko Haram avait changé un peu de tactique. C'est-à-dire que Boko Haram, qui arrivait dans un village, brûlait le village et chassait tous les habitants. La manière dont ils ont procédé cette fois-ci, et ça il faut dire que les recoupages que nous avons faits nous ont permis de savoir que les combattants sont venus du Soudan pour, n'est-ce pas, renforcer ceux qui étaient déjà au Nigeria. Et donc, ils sont arrivés cette fois-ci et ont essayé d'amadouer les villageois. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus brûlé le village, ils n'ont plus chassé les gens. Et ça, c'est très dangereux. Il faudrait que le Cameroun exploite ça. Parce que le Cameroun a aujourd'hui réussi à contenir la menace de Boko Haram grâce à une stratégie qui a marché. C'est-à-dire qu'il y a eu une cohésion entre... il y a eu une harmonie, une cohésion entre l'armée et les populations qui servaient, oui, les comités de vigilance. Parce que une guerre comme celle-là, qui est une guerre asymétrique, se gagne, n'est-ce pas, grâce au renseignement. C'est beaucoup plus dans le renseignement qu'on gagne cette guerre-là. Parce que, malheureusement, ce n'est pas deux armées qui s'affrontent. C'est une armée qui s'affronte, mais avec une nébuleuse. C'est-à-dire que le matin, tu peux voir quelqu'un qui porte une calebasse et le soir, il devient Boko Haram. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, il n'y a que le renseignement, la participation de la population qui peut permettre, n'est-ce pas, à l'armée d'être très efficace. Et donc, si aujourd'hui, ces gens-là arrivent avec une autre stratégie, et ça également, ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui ont attaqué dernièrement étaient hyper puissants. Ils avaient des armes hyper sophistiquées. Alors, il y a une question de fond, et ça, c'est pour ça que j'intègre la dimension géostratégique. Il y a une question de fond qui est lancinante et à laquelle on n'a jamais apporté de résultat. Qui les arme? Où est-ce que les gars là réussissent à trouver des armes aussi sophistiquées? Tant il est vrai que même des États puissants, même des États comme le Cameroun, des États bien organisés, bien structurés, n'arrivent pas à s'approvisionner en armes aussi facilement. Parce qu'il y a un système de contrôle mondial qui voudrait que vous ne puissiez pas prendre n'importe quelle arme. On va vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et donc, on ne comprend pas comment les États qui n'arrivent pas, qui ont tous les moyens logistiques et financiers de pouvoir s'armer, n'arrivent pas à s'armer, mais des petites nébuleuses comme ça, des petits groupuscules d'individus à la solde de on ne sait qui, réussissent avec une facilité déconcertante à s'armer et au point de mettre, n'est-ce pas, de tenir en respect toute une armée comme l'armée du Cameroun. Mais ce que je vais dire, c'est que ça doit tout simplement nous permettre de revoir notre stratégie et d'intéresser davantage la population, parce que la faiblesse justement avec cette population, c'est que c'est parfois des populations un peu désœuvrées, un peu à la déshérence, et qui c'est pour ça que nous disons parfois que la misère c'est le terreau propice où prospère très facilement le terrorisme, parce que avec un billet de 10 000 francs on réussit facilement à, n'est-ce pas, à retourner je vais dire quelqu'un dans cette zone là. Et donc il faudrait qu'on intègre cela. Nous avions dit depuis que les zones qui avaient été déjà placées sous contrôle par l'armée camerounaise, il ne fallait pas les abandonner comme ça et laisser cette population dans la déshérence pendant longtemps. Si oui, ça devient une proie facile, n'est-ce pas, pour ces recruteurs-là. Et donc, il fallait tout faire pour essayer de trouver comment est-ce qu'il faut relancer une activité, même artisanale, parce que c'est des régions où il y avait beaucoup d'artisanat à l'époque, et comment relancer des activités, soit commerciales, soit artisanales, pour permettre à ces gens-là de gagner dignement leur vie. La rencontre a fait la une des journaux aussi bien ivoiriens que mondiaux. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo pour sortir de l'émission. 11 ans après la crise post-électorale, ont en effet échangé pendant plusieurs minutes cette semaine. Espoir d'une solide réconciliation en Côte d'Ivoire. En quelques minutes, 11 ans après la crise post-électorale de 2010, quelle est la symbolique de cette rencontre? Je veux dire, est-ce qu'elle peut avoir le mérite de faire tourner la page sur ce qui s'est passé? D'une part, oui. D'autre part, je pense qu'il fallait d'abord qu'on essaye de voir en quelques On va y aller rapidement. Très rapidement, quels étaient les acteurs. En une minute. Aujourd'hui, on se base beaucoup plus sur les acteurs politiques et pourtant il y a des acteurs militaires. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, on avait le général Koné, le commandant Koné, un commandant des forces nouvelles, la rébellion qui a dirigé une partie de la Côte d'Ivoire de 1999 jusqu'à 2010. Au nord, on avait plusieurs généraux, le général Soumaïla Bagayoko qui commandait cette zone. De l'autre côté également, au nord-est,
de la Côte d'Ivoire, on avait le général, celui qui est commandant adjoint de la garde républicaine aujourd'hui. Donc vous comprenez que laisser ces acteurs à côté et passer seulement au volet politique, ça n'arrangera pas rapidement les choses. D'un autre côté, on a le chef, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafouri Soro, qui est aujourd'hui réfugié en France, qui court de lourdes peines dans son pays. Comment est-ce qu'on peut penser faire la paix en écartant celui qui a mis le dirigeant actuel au pouvoir? Parce que d'une manière ou d'une autre, on va bel et bien parler d'élections, mais n'eût été les forces républicaines de Guillaume Soro, le président Ouattara. En d'autres termes, la réconciliation en Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement à la rencontre entre les deux hommes. Monsieur Mandingue, merci, se mettent ensemble. Monsieur Mandingue, est-ce que la sincérité de ces retrouvailles n'interroge pas tout de même, je veux dire, derrière les accolades, derrière les sourires, est-ce qu'il ne faut pas redouter le fait que cette rencontre ne soit pas exempte derrière pensée politicienne? Écoutez, c'est une rencontre qui a mis aux prises deux hommes d'État, l'ancien président et le président actuel. Je pense que pour tout acteur politique sincère qui a vu ces images, la Côte d'Ivoire a avancé à grands pas vers la réconciliation nationale, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de réconciliation nationale. Maintenant, comme vous avez semblé l'indiquer, il y a encore des éléments qu'il faudrait mettre, des adjuvants qu'il faudrait mettre en place pour que cette réconciliation nationale soit complète. Mais ce que je voudrais dire, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Il faut le féliciter. La Côte d'Ivoire est un pays ami du Cameroun. Il vous souvient même que lorsque le président Gbagbo sortait de l'étranger, il avait dit lors de l'ensemble de ses auditions, les Camerounais, la population camerounaise à l'extérieur l'avait beaucoup soutenu. Aujourd'hui, maintenant, il faut aller plus loin dans le processus de paix, mettre tous les acteurs sur la table et pouvoir fumer enfin le calumet de la paix. Et pour moi, je pense, pour hommes politiques, ce qu'il y a à retenir au-delà de la symbolique de la rencontre, c'est qu'il ne faut pas avoir des fanatismes sur le champ politique. Voilà deux personnes qui hier étaient des ennemis, aujourd'hui sont en train de se parler. Et c'est un message pour le Cameroun, à ceux qui ont pris la sphère politique en otage pour maintenir et mettre en place un certain système de violence, que lorsque vous finissez de faire tout cela, ces hommes vont se retrouver. Monsieur Kouyaté, on a remarqué que Laurent Gbagbo appelle Ouattara Monsieur le Président, quand on connaît les motifs, ce qui a poussé justement à ces morts, à cette crise post-électorale. Ce détail sémantique, est-ce qu'il vous paraît anodin? Non, pas du tout. Il faut pas être symbolique. Les symboles ont un sens, surtout en politique. Vous avez constaté qu'il a essayé de faire, lors de la conférence d'après, il a d'abord dit, M. Ouattara, il a dit le président. C'est assez fort comme symbole. Et je vais dire, pour moi, ça me parle beaucoup. Parce que qui eût cru que ces deux hommes allaient encore s'embrasser? C'est-à-dire que si vous mettez en parallèle l'image d'un Gbagbo dans sa déchéance à son palais, où il a le visage tuméfié, où il est complètement... Sa femme. Oui, et sa femme. Si vous prenez cette image et vous mettez à côté de l'image de l'autre jour où il embrassait le président M. Ouattara, vous allez comprendre que tout simplement, c'est comme si c'était deux pôles qui s'étaient finalement rapprochés. Parlons de la traduction politique de cette rencontre. Ça devrait être quoi, l'étape suivante? Next step, pour sortir de l'émission. La première étape, justement, c'est cette discussion. C'est de dire, normalement, au sortir de cette rencontre entre Gbagbo et Ouattara, ils doivent avoir convenu d'un calendrier, parce que comme l'a dit, il y a un ensemble d'acteurs, il y a un ensemble de blessures qu'il faut penser. Il faut mettre en place un processus de réconciliation, parce que beaucoup de choses ont été faites par plusieurs acteurs qui sont aujourd'hui soit encore en Côte d'Ivoire, soit hors de Côte d'Ivoire, ou qui sont au pouvoir. Il y a un ensemble de choses qui ont été faites et qui aujourd'hui, il faut penser ces blessures-là, donc un processus de réconciliation de la population ivoirienne entre elle-même, entre elle et ses dirigeants, et des dirigeants entre eux-mêmes et entre eux et leur population. Merci Monsieur Bem d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci à vous Monsieur Mandingue d'être venu. Merci Monsieur Diolako. Merci Monsieur Kouyaté. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30, on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche.